pour ce nouveau Airworld. Bienvenue. D'accord. Putain, on était parti Stadium là. Moi, je sais pas, j'entendais. Wow. Alors, Stadium quoi. Stadium les gars. Alors, comment ça va? C'est le mois de novembre, c'est le nouvel épisode d'Airworld. Donc, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et on commence par des remerciements. Donc, on voudrait remercier chaleureusement déjà vous tous qui nous suivez depuis maintenant un an. Parce que la dernière émission du mois d'octobre, en fait, c'était notre anniversaire. On l'a pas dit. Et c'était nos un an. Donc voilà, merci, ça fait un an que... temps qui passe en fait. Exactement, parce qu'on s'amuse bien. Parce et c'est toujours comme ça. Quand on s'amuse, ça passe vite. Et donc, ça fait un an, donc on vous remercie vraiment parce que vous êtes toujours plus nombreux. On a plein de messages d'encouragement et ça nous fait plaisir. Donc on est toujours présent pour vous apporter de l'info et faire des bonnes petites sessions pitrerie avec vous. Et donc on remercie aussi... Oh, la session de pitrerie. On soit une petite session de pitrerie, les amis, je paye mon oursin à l'époque. Et comment... Donc, on voudrait remercier, avant de commencer, les remerciements. Voilà, tous les gens qui sont venus au Colibri 2019 parce que c'était vraiment mortel. Avec un spécial big up à Richard Dijoux et à son pote Aurélien qui sont venus... pour échanger et partager leur passion avec vous. Super animaux. Exactement, donc voilà, Richard qui était le papa des Skyless, donc merci à eux d'être venus. Ouais, merci. Et donc c'est parti pour ce Airworld de novembre, le mois de novembre, mois super excitant. Ah merde, je suis à contre. Excusez-moi. Moi super excitant, moi je suis excité, je sais pas toi, mais surtout parce que c'est le mois du Boïdé et là aujourd'hui on fait le premier Airworld sur un Boïdé, donc le Air of the Month c'est un Morelia Veredis et on a un super guest aussi ce mois-ci, le méga super guest, c'est pour ça qu'on faisait quand même une ambiance stadium parce que là il y a une star qui va venir nous rejoindre bientôt, donc voilà, on vous mettait déjà dans l'ambiance stadium. Donc on moi, commence je l'étais un peu moins, mais... directement. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que t'as pas de stadium comme mec? On la refera. Putain, il y a intérêt. Alors, donc on on commence là. J'étais moins, tu vois. C'est vrai, et je t'avais dit de la pompe. Bref, c'est pas grave. Bon, j'ai tout. T'écoutes rien de toute façon. Vous avez l'habitude, maintenant que vous nous suivez, vous savez que je suis un peu bancal. C'est vrai, hein. Allez, c'est pas grave, je t'aime. On commence par le Air Market. Et voilà, le Air Market, c'est parti. Alors, on va parler des nouveaux tapis chauffants High Power de chez Abistat. Alors ces tapis chauffants, ils ont une particularité, c'est que le fait qu'ils soient donc high power, donc plus de haute puissance, ça veut dire donc en fait ils développent le double de puissance pour la même taille. Donc même taille mais 2 fois plus puissant. Et donc en fait c'est particulièrement adapté pour chauffer par radiation. En fait c'est pas des tapis qu'on va utiliser classiquement sous le terrarium, c'est des tapis qu'on va utiliser en radiant. Et je vous ai présenté ce produit, enfin je voulais vous présenter ce produit puisqu'on va parler du Morelia Veredis qui est un serpent arboricole et qu'on va plutôt chauffer par radiation si on doit ajouter un chauffage additionnel. Donc cette gamme a été faite vraiment pour ça. Donc en fait vous pouvez créer des plafonds chauffants grâce à cette gamme. Donc qui commence à partir de 15 watts et qui va jusqu'à 60 watts. Donc vous avez une large plage. Et donc vous voyez ils ont un dos autocollant. Donc c'est toujours la même qualité exceptionnelle du matériel Abistat, hein, c'est toujours fabriqué en Écosse, donc c'est pas des choses qui viennent d'Asie, donc de qualité médiocre ou moyenne, qui peuvent éventuellement mettre le feu chez vous, ça met pas le feu, c'est vraiment du super matos. Et donc on peut à la fois soit le coller directement sur un support, par exemple si vous avez un terrarium en bois ou en plastique vous pouvez le coller directement ou même en verre, mais ce que je conseille de faire en général c'est plutôt... parce qu'une fois qu'il est collé, vous ne pouvez plus le décoller. C'est une glue extrêmement efficace. Et donc, ce que je trouve plus pertinent de faire, c'est de le coller éventuellement sur un bout de polystyrène qui a la même taille, en ayant passé avant des écrous qui permettent de le fixer au plafond. Comme ça, si vous avez envie de le démonter, il suffit de retirer les écrous des boulons que vous avez passés dans votre bout de polystyrène et vous pouvez l'enlever. En plus, le polystyrène c'est isolant, donc ça évite les ponts thermiques. Donc ça va permettre de vraiment pouvoir faire vraiment un plafond chauffant adapté à votre utilisation. Donc voilà, c'était un produit qu'on a trouvé vraiment pertinent, qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, ça fait à peu près un an.
Donc voilà, on l'a testé. Moi, je l'ai mis chez moi sur 2 terrariums avec des Moralia carinata. J'ai utilisé exactement celui-ci, le 25 watts. Donc un peu placé comme une lampe. Donc l'avantage d'un plafond chauffant par rapport à une lampe, c'est que ça va émettre des infrarouges, donc qui permettent à l'animal de chauffer par radiation. Mais l'avantage, c'est que en fait, c'est quelque chose de plat. Donc l'animal ne peut pas, et particulièrement un serpent, s'enrouler autour comme il pourrait le faire sur une lampe qui serait mise sans protection ou même avec protection. Ils peuvent des fois s'enrouler autour. Là, c'est totalement plat, donc en fait l'animal ne peut pas vraiment adhérer au tapis. En plus, même si c'est un tapis qui développe 25 watts, pas mal de puissance, la surface ne sera jamais suffisamment chaude pour créer vraiment une vraie brûlure de contact, comme quand on pose sa main sur une lampe ou comme quand un serpent rentre en contact direct avec une lampe. Donc c'est assez sûr à utiliser, c'est simple, c'est facile, ça peut se thermostater. Je vous conseille d'utiliser un thermostat pulse proportionnel pour avoir quelque chose de très précis, un peu comme vous le feriez avec une lampe céramique, hein, puisque le pulse, je vous le rappelle, ça envoie des modulations de courant en fait. Au lieu de faire du on-off, il faut de la chaleur, il envoie toute la puissance, il faut plus de chaleur, il coupe. Lui, en fait, il va envoyer l'électricité. Une fois que le tapis est à la bonne température, il va envoyer un goutte à goutte de courant pour garder le tapis chaud juste comme il faut. Ça évite donc toutes ces inerties, hein, de l'élément de chauffage qui se coupe, qui se rallume, qui se coupe, qui se rallume, puisque quand il se coupe, il continue à émettre de la chaleur, et après il refroidit, et quand il se rallume, il faut le temps qu'il réchauffe, etc. Donc le système pulse a été mis au point vraiment pour les systèmes de chauffage radiant type lampe céramique, et les tapis utilisés en radiant. Donc voilà, et donc puisqu'on parle de thermostat, on vous rappelle qu'il y a un concours qu'on a lancé pendant notre vidéo teaser. Est-ce que tu as le virus Terrariophilus maximus comme nous? Et tu vois, en fait, tu vis bien avec. Ça va. J'ai été testé positif, tu es positif? Ouais, je pense l'être aussi. Et voilà, on n'en a pas honte, et on est comme ça, et on a la pêche. Et on l'accepte. Et on l'accepte. Et on trouve Et ça donc, génial. du coup, il y aura un grand gagnant du jeu concours. Donc, on rappelle, c'était, vous allez gagner aujourd'hui un thermostat Matstat de chez Avistat. Et donc, vous connaîtrez le grand gagnant à la fin de cette émission. Pourquoi tu rigoles? Non, je sais pas. Hein? Je me disais que tu n'étais pas encore remis de l'absorption du virus. Tu te sentais un peu blanc, un peu comme ça. Oui, mais j'ai mal à la gorge. Ah, voilà, d'accord. Je suis un peu faiblard ce soir. Donc, voilà. Donc, à la fin de l'émission, on remettra, on va annoncer le gagnant, et on fera en sorte de lui envoyer le Matstat où il passera le chercher. Donc on passe tout de suite à la suite, et la suite ça va être vraiment chaud et super cool, puisque là on va accueillir tout de suite notre invité. Alors je peux vous dire que je suis particulièrement heureux de l'avoir avec nous ce soir, parce que au-delà du fait que c'est un grand spécialiste, c'est aussi un super être humain et super pote, et donc on va passer un super moment. Donc c'est le docteur Lionel Schilliger qui est avec nous ce soir. Donc il est diplômé de l'école vétérinaire de Nantes. Il est bardé de diplômes, puisqu'il a été diplômé de j'ai même fait une fiche, hein, tellement il a diplômé de trucs, c'est incroyable. Donc il est diplômé de la ECZM, l'European College of Zoological Medicine. Il a un diplôme américain, le ABVP, le American Board Veterinary Practitioner Reptile and Amphibian. Il a aussi plein d'autres diplômes de spécialistes pour les chiens et les chats. Et il donne très souvent donc des conférences dans le monde entier. C'est une référence, mondiale. Il est aussi il donne des cours aux élèves vétérinaires de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Récemment, il a été appelé et sollicité pour écrire dans le MADER. En fait, le MADER, c'est un peu la bible des vétérinaires du monde entier. Ça, il va nous en parler tout à l'heure quand il sera avec nous, c'est-à-dire dans un instant. Il avait fait toute une thèse aussi sur la parasitologie des reptiles. Et en plus, c'est un grand passionné évidemment de reptiles. Il est lui-même terrario, il a lui-même le virus, hein, il élève des Morelia V10 et tout ça. Donc on l'accueille, on lui fait un accueil stadium. Voilà, salut. Il est avec nous ce soir, les amis. Salut Lionel. Ça va? Et il est avec nous ce soir, bravo, merci d'être venu avec nous Lionel. C'est un plaisir. Merci Franchement, Lionel. je suis ravi de participer à cette émission avec Nico. C'est un plaisir. D'abord parce que tu es complètement taré, j'adore. Merci beaucoup. Comme beaucoup de gens. Parce que c'est toujours un plaisir de parler pour moi des reptiles, hein, tu le sais, c'est une passion depuis que je suis C'est jeune. clair. Et puis c'est aussi un plaisir d'échanger avec les terrariophiles, parce que tu sais, quand on est veto-reptile,
l'échange avec les terrophiles, c'est très enrichissant pour nous parce qu'on a un retour sur des expériences, sur ce que voient les gens à la maison dans leur terrarium. Donc la terrariophilie et la médecine vétérinaire adaptive, c'est indissociable. Donc, Exactement. Ces échanges-là, ils sont très très fructueux et à bénéfice réciproque. Donc je suis ravi. Parfait, c'est un très très beau partenariat. C'est vrai que ça fait de longues années qu'on se connaît, hein, Oui. puisque toi tu es du 9-1 et moi j'étais du 9-1 aussi. Donc tu as soigné beaucoup mes reptiles depuis, ça doit faire au moins 25 ans, un truc comme ça. Ouais. Fastoche, donc effectivement, c'est vrai qu'on a toujours eu des super échanges, toi avec ton savoir au niveau de la médecine vétérinaire et tout ça. Et voilà, des échanges. Et puis toi-même, tu es terrariophile, hein, puisque je le disais. Donc tu es intéressé, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi pour le Herp of the Month un serpent mythique qui est le Morelia viridis. Parce que Lionel est aussi un grand fan de ce serpent, puisque tu en as depuis de nombreuses années. J'en ai gardé un pendant 21 ans. Incroyable. Donc vous voyez la longévité, des fois il y a des gens qui disent oui ces animaux-là ils vivent pas très bien en captivité et tout. C'est vrai qu'ils peuvent être délicats parfois, mais il y a des exemples d'animaux comme ça qui vivent très longtemps. Et on va vous expliquer comment on peut faire pour faire ce qu'il faut pour les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils vivent super longtemps. Donc on va attaquer direct sur le Herp of the Month avec les fameux Morelia viridis justement. Donc on va d'abord ramener des animaux avec nous. Yeah! J'ai mon petit panneau comme d'habitude. Hop! On va mettre lui avec nous. Hey ho! Hi ho! Attends. Hop là! Tiens. Là je te file dessus là. Il a l'air plus sympa. Ils sont très sympas, justement, vous allez voir, on va vous apprendre. C'est vrai que c'est des animaux qui, malheureusement, dans le monde terrariophile, ont eu parfois une mauvaise réputation, à défaut, hein, c'est pas vrai. Donc, pourquoi ça va être très intéressant de parler de ce serpent qui est mythique? Déjà parce qu'il y a plein de choses à savoir sur la manière de l'élever en captivité. C'est un serpent qui est assez particulier. Mais ces derniers temps, il y a eu énormément de changements taxonomiques. On a fait plein de découvertes sur cet animal. Alors je vous présente comme d'habitude. On va commencer par la taxonomie, la nomenclature et tout ça. Donc le python vert. Donc il a été décrit sous le nom de genre python et l'espèce viridis par Schlegel en 1872. Donc le spécimen qui a servi à la description c'est un spécimen qui était originaire de l'île de Aru. Donc en fait, je vous ai ramené, je vais d'abord vous expliquer d'où viennent ces animaux. Alors j'ai ramené mon atlas de poche. Donc c'était cet atlas, il a une grande valeur sentimentale pour moi parce que c'était l'atlas de mon mentor Frank Scofield et j'ai passé de nombreuses heures avec lui à étudier cet atlas et il me montrait les différentes localités d'animaux divers et variés qui nous intéressaient dans le monde. Donc voilà où vivent les Morelia viridis. Donc ils vivent, regardez cette magnifique carte. Donc ils vivent en Australie. La petite pointe que vous voyez là en fait c'est l'extrême nord de la péninsule australienne, ici, Cap York. Donc il y a une forêt tropicale, ici il y a des Morelia viridis. Et ensuite on les trouve partout ici, en Nouvelle-Guinée, Papouasie et en Indonésie. Cette énorme île qui était à l'époque, le côté gauche était Irian Jaya, qui aujourd'hui n'est plus Irian Jaya. Et là c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée, le côté droit. En fait, il y a une frontière, vous voyez ce trait violet, ça c'est une frontière politique, c'est pas une frontière naturelle. La frontière naturelle, et vous allez voir, c'est important de le comprendre, c'est cette cordillère qui monte à 2000 mètres d'altitude qui sépare l'île en deux. Donc, en fait, les Morelia viridis, et vous allez voir, il y a eu pas mal d'évolutions là-dessus, vivent à la fois donc sur cette toute petite partie de l'Australie et par contre sur cette grande île ici et toutes les petites îles alentours. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que dans cette espèce, il y a plein de localités différentes. Donc par exemple comme l'île de Aru, dont je vous parlais à l'instant. Et là maintenant, il y a des chercheurs, en fait, des scientifiques qui ont fait des études ADN. Parce qu'on suspectait quand même qu'il y avait des différences entre ces animaux-là. C'était déjà le cas à l'époque.
Donc en fait, il y a toute une historique du nom du Morelia viridis. Au début, ça s'appelait Python viridis, quand Schlegel l'a décrit pour la première fois en 1872 dans le spécimen qui venait de l'île Aru. Donc vous l'avez vu, c'est cette petite île au sud de la grande île de Nouvelle-Guinée-Papouasie. Ensuite, en 1874, deux autres naturalistes ont décrit une espèce qui s'appelait Chondropython azureus. En fait, le nom de genre est passé de python à chondropython. Et il y avait déjà l'espèce azureus qui avait été mentionnée. Et là, c'était un animal l'animal qui a servi pour la description venait de l'île Biak qui est au nord. Donc ensuite, un naturaliste français, Henri-Émile Sauvage, a aussi redécrit un spécimen qu'il a appelé, donc il a gardé le nom de genre chondropython et l'espèce pulcher. Pulcher, ça veut dire joli en fait en latin. Ensuite, toujours pareil, en 1893, Boulanger est passé donc à Chondropython viridis. Donc ça, c'est le nom qu'on a connu nous tous pendant longtemps, puisqu'en fait, il a été le nom pour les anciens. Nous, on disait toujours en abréviation, ah, t'as un chondro. Ouais. Ah, c'était l'abréviation de Chondropython viridis. Certains qui ne savaient pas que le CH en latin se prononce dro, ils disaient un chondro, ouais. Ce qui nous faisait pas mal marrer à l'époque. Et donc, après, en 93, il y a Klug qui a fait une étude et qui l'a repassé en nom de genre Morelia viridis, donc qui était le nom de genre et d'espèce qu'on connaissait jusqu'à présent. Et quand Klug a fait ça en 93, il a fait une analyse génétique et par ADN, il a prouvé que c'était plus cohérent d'appeler le genre Morelia, parce qu'en fait, d'un point de vue ADN, il a montré qu'il était très proche de Morelia carinata, ce fameux Morelia très rare que je vous ai déjà présenté, qui vit en Australie. Et donc là, très récemment, pourquoi je vous ai montré, je vous explique tout cet historique, c'est qu'en 2003, il y a deux scientifiques, Rollins et Donnellan, qui ont fait une étude très poussée au niveau de l'ADN de plein de spécimens, plus d'une centaine de spécimens qui avaient été collectés à des points bien précis. C'est des spécimens de muséum qui ont vraiment été collectés par des scientifiques et par eux-mêmes d'ailleurs, une certaine partie, et ils ont, par analyse ADN, prouvé qu'il y avait une différence génétique entre la population du nord de l'aire de répartition et la population du sud. Donc, je vous l'ai montré sur le dessin. En fait, sur la carte, vous avez une cordillère de montagnes qui sépare le nord de l'aire de répartition du sud. Et en fait, ils ont dit, voilà, il y a deux lignées. En fait, la lignée du nord, qu'ils ont appelée Morelia azurea, et la lignée du sud, qu'ils ont appelée Morelia viridis. Donc, dans ces deux lignées, et donc maintenant deux espèces à part entière, nous avons dans la lignée du sud, donc ce que aujourd'hui est Morelia viridis, qui est réparti sur donc le sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Ici, vous voyez, c'est en vert. Le nord de l'Australie et l'île de Aru, qui est ici au sud. Et après, tout ce qui est au-dessus, donc le nord de l'île du mainland, la péninsule qu'on appelle Vogelkop, qui veut dire tête d'oiseau, donc où il y a Sorong, Manakwari, etc. Et Biak, donc tout ça est devenu Morelia azurea. Et au sein de Morelia azurea, ils ont décrit 3 sous-espèces différentes. Donc Morelia azurea. Alors je vous ai réécrit tout ça ici. Donc Morelia azurea que l'on trouve donc sur Biak et Numford, donc les îles qui sont au nord du mainland ici. Morelia azurea pulcher, donc qu'on trouve sur Manakwari, Sorong, Nabi. Alors je vous ai mis toutes les localités qu'on entend souvent et qu'on trouve souvent en captivité. Waigeo, Kafio, Misol, et Morelia azurea utarensis, donc on trouve sur Yapen Island, Lere et Wau. Donc en fait des îles qui sont au nord. Donc c'est une découverte assez incroyable et ça révolutionne un petit peu
le monde du Morelia viridis entre guillemets, puisque jusqu'à présent c'était simplement des localités au sein d'une même espèce. Et maintenant, c'est vraiment des espèces et sous-espèces. Donc c'est vrai qu'à l'époque, quand on disait il faut faire attention à ne pas mélanger un biac avec un harou et tout ça, parce que beaucoup d'entre nous pensaient que c'était mieux de garder les localités ensemble. D'autres disaient bon, c'est pas grave, c'est la même espèce. Aujourd'hui, on sait que finalement, on a fait des hybrides. Mais après, toujours faut-il être sûr de la localité que nous avons. Alors c'est vrai qu'au niveau des localités, il peut y avoir des petites différences morphologiques. Mais là, on peut être sûr qu'il n'y a pas de discussion à avoir puisque ça a été prouvé par une analyse ADN. Donc c'était quand même assez... D'ailleurs, la taxonomie, ça change régulièrement. Hein. Il y a Ouais. tout le temps des remises en question grâce aux analyses ADN. Exactement. Il y a des espèces comme ça qui vont être redéfinies avec des sous-espèces. Et parce que, en fait, aussi, il faut voir que vous avez vu les dates de description. On parle du 19e siècle, quoi. Donc, en fait, c'est très ancien. Et en fait, comme les reptiles sont finalement très peu étudiés, c'est aussi pour ça que c'est très lent. Parce que, en fait, ces animaux, ils sont présents dans des endroits qui sont assez, parfois, inaccessibles pour l'homme. En plus, ça coûte cher d'aller faire des études sur le terrain et tout ça. Donc, forcément, c'est pas toujours évident de les étudier, il faut des budgets et tout ça, et je pense que des analyses ADN, enfin toi peut-être que tu peux nous en parler, ça doit coûter super cher au final. Ah oui, c'est une logistique particulière. Ouais. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de sérieux, c'est pas uniquement, parce que des fois il y a des gens il y avait Raymond Hauser à une époque qui avait refait des descriptions, mais c'était basé uniquement sur très peu de spécimens et la morphologie, et donc c'est parfois discutable. Il faut que tu parles plus fort. Il faut que je parle plus fort. À la technique, on nous dit il faut que tu parles là-dedans, Lionel. À la régie finale. Donc voilà. Donc alors après, où est-ce que vivent ces animaux? Donc ils vivent donc dans l'aire de répartition que je vous ai montré sur ces îles. Donc ils vivent principalement, donc ils sont arboricoles. Ils vivent principalement en forêt, dans des zones boisées, etc. Mais pas que. Des fois, ils peuvent être près des villes, des villages. D'ailleurs, il y a pas mal de localités comme Sorong ou Manakwari qui sont vraiment des très grandes villes, en fait. Donc, c'est pour ça que des fois, les noms de localités, on peut toujours se poser la question sur jusqu'où on peut considérer que la localité s'étend, etc. Donc, comme vous le voyez, en fait, ils ont cette position typique arboricole de repos. La journée, ils sont tout le temps comme ça. Ils ont des mœurs extrêmement nocturnes, en fait, particulièrement les adultes. Apparemment, les juvéniles seraient un petit peu plus diurnes, puisque les juvéniles se nourriraient plus, par exemple, de lézards, de cinques, de geckos, de choses comme ça, et qu'ils les chasseraient plutôt de jour. Il y a un excellent bouquin que je vous ai amené là, qui s'appelle Green Tree Python Country, de Switak, qui raconte justement tout son périple à l'époque en Nouvelle-Guinée, Papouasie et tout ça, où il explique toutes ses observations. Et il y a des choses très intéressantes. Pour en savoir plus sur ces animaux. Donc par exemple cette particularité des juvéniles qui n'étaient attrapés souvent que plutôt en journée et vus par les chasseurs plutôt en journée, alors qu'en fait en journée c'est vrai que les Morelia viridis adultes en fait ne font jamais rien, sont toujours voilà, ils sont toujours dormants. Donc là on peut être autour, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai qu'en captivité, enfin de mon expérience, j'en ai quand même nourri un paquet et tout ça, et c'est vrai qu'en fait la journée, tu peux les habituer à manger la journée, mais en fait la journée ils dorment. C'est vraiment en pleine nuit que voilà, ils pendent et ils sont en position typique de chasse et tout ça. Donc autre idée reçue souvent sur les Morelia viridis qui sont arboricoles, et on sait qu'ils ont une dentition extrêmement développée. Ouais, une centaine de dents. Voilà, et avec d'une longueur, ils ont des préfrontales très très longue, et un peu comme leur homologue d'Amérique du Sud, le boa canin. Et souvent, on faisait un raccourci facile en disant bon, ils vivent dans les arbres, ils ont des grandes dents, donc en fait ils vont manger des oiseaux. Et en fait, on s'aperçoit que ce soit pour le boa canin ou les Morelia viridis, c'est pas le cas. En fait, ils mangent principalement des rongeurs. En fait, ce fameux Switak là, désolé, je bute.
On va t'aider. Il a. Non, en fait, il a étudié le contenu stomacal, le contenu de l'estomac de plus de 1000 spécimens quand il était pendant son voyage. Et en fait, il a trouvé aucun reste d'oiseau. En fait, c'était toujours du mammifère. Donc, en fait, on peut vraiment considérer que ces animaux-là ne mangent des oiseaux que extrêmement exceptionnellement. Des chauves-souris, mais principalement, c'est des rongeurs. Un peu comme le boa canin. Quoi, parce que la nuit, il se déplace beaucoup. Voilà, il se déplace beaucoup. On voit en captivité, hein, la nuit, ça bouge. Exactement. Et en fait, les oiseaux, en fait, la nuit, en général, ils dorment. Donc, pour un chasseur de nuit, tu vas pas chasser une proie qui dort la nuit. Donc, ce qui fait qu'ils vont plutôt taper dans du rongeur, exactement comme le boa canin. Donc, ensuite, c'est une espèce qui a une taille tout à fait moyenne, puisqu'on est entre 1,20 m et 1,60 m de moyenne. La plupart des spécimens qui sont pris dans la nature sont aux alentours de ça. Ça peut aller jusqu'à 1,82 m, mais en général, c'est souvent des spécimens assez exceptionnels ou des spécimens qui sont en captivité, ou effectivement en captivité sont beaucoup plus nourris. Effectivement, on est des fois sur des standards beaucoup plus grands en captivité, comme par exemple certaines espèces naines de boa, comme les Hog Island, qui dans la nature font 1,50 m et en captivité, on peut en voir qui font 2 m. Mais ça, c'est lié à une alimentation trop abondante, mais ce n'est pas la taille standard. Donc on est sur un serpent qui est assez léger, assez compressé, on le voit ici, si vous regardez la morphologie. C'est un serpent qui a une morphologie vraiment adaptée à la vie dans les arbres et donc qui a plutôt un corps plutôt comprimé, avec une épine vertébrale bien saillante. Donc là, ça y est, je l'ai réveillé. Donc comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas du tout les monstres sanguinaires qui sont décrits parfois sur certains forums ou sur certains groupes terrariophiles. En fait, c'est des animaux comme les autres. Vous voyez, il a plutôt peur qu'autre chose. Et si je m'approche doucement, il n'y a aucun problème. Il ne va pas forcément se défendre. Agrafer les noix. Voilà, donc je déteste cette expression d'agrafeuse, puisque les tiens aussi, ils sont cool. J'en ai un peu rock'n'roll, mais voilà. ils sont cool, globalement. En fait, c'est juste qu'ils ont peur. Et en plus, comme c'est, on va dire, des prédateurs plutôt embusqués, c'est-à-dire qu'en fait, leur stratégie, c'est de se cacher et d'attendre la proie. Ils ne vont pas être forcément en maraude. Ils sont peinards sur leur perche. Et le fait d'aller les déranger, des fois, comme eux, ils n'ont pas envie de quitter leur site, c'est pas comme un colubridé qui va fuir, en fait. C'est plutôt un animal qui va rester et qui va garder son poste. Et ils vont plutôt essayer de se défendre en repoussant leur agresseur qui est nous. Mais si on leur montre qu'on n'est pas un agresseur, en général, ça se passe très bien. Donc après, c'est des animaux qui sont donc ovipares, c'est des pitons qui pondent des œufs. Donc les femelles en moyenne font entre 8 et 12 œufs. Il y a des pontes records entre 25 et 29 œufs. Mais une femelle peut faire beaucoup moins, elle peut faire 6 œufs, mais la moyenne c'est en général entre 8 et 12. Donc la femelle, il y a un comportement qui est vraiment génial au niveau des Morelia viridis, c'est qu'elle va couver ses œufs, donc c'est-à-dire qu'elle va se mettre vraiment autour des œufs et les garder à une certaine température. Et ça a été beaucoup étudié en captivité par un Américain qui s'appelle Trooper Walsh, qui a fait pas mal d'articles et de papiers là-dessus pour expliquer comment elles couvaient leurs œufs. Donc elles utilisent plusieurs stratégies, dont une qui est assez étonnante, c'est-à-dire qu'elles frissonnent. Elles vont faire des micro-contractions musculaires qui va élever la température de leur corps de quelques degrés, en fait, pour pouvoir ajuster la température des œufs. Et il apparaît même que quand à la fin de l'incubation, quand les bébés sont vraiment bien développés dans les œufs, donc du coup ils développent plus de chaleur, la dernière semaine, elles desserrent un peu leurs anneaux comme ça pour laisser la chaleur un peu s'évacuer. Et c'est vrai que quand une femelle viridis couvre ses œufs et qu'elle veut vraiment les garder au chaud, en fait tu vois plus les œufs, quoi. Elle est vraiment dessus et tout, c'est vraiment génial. C'est vraiment un phénomène génial à voir. Alors l'autre truc qui est hyper intéressant chez les Morelia viridis, c'est le changement de couleur, le changement ontogénique. Donc ici, nous avons un juvénile. Donc vous voyez, quand ils sont jaunes, ils sont jaunes. Ou quand ils sont jaunes, ils sont jeunes. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Après, il y a une localité qui c'est le Cofio qui peut rester jaune adulte. C'est un jaune différent. Voilà, c'est un jaune un peu différent. Donc voilà, alors il y a trois couleurs en fait de juvéniles. Selon d'où viennent les animaux, j'allais dire les localités, mais maintenant il faut que je reprenne des nouvelles habitudes
Donc déjà, j'ai mis 10 ans à arrêter de dire chondro et pour Non, dire je le dis toujours, hein. virilis. Ah ouais, je le dis toujours. Ouais, je le dis toujours. Ah bah, je suis un vieux. Donc maintenant, il va falloir que je fasse gaffe entre Morelia viridis et Azureus parce que je sais que sur les réseaux sociaux, des fois, vous êtes hyper tatillon. Dès qu'on dit un truc un peu à l'ancienne, on se fait reprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la population du sud, les Morelia viridis, donc Aru, tout ce qui est les Morelia du nord de l'Australie, qu'on voit jamais en captivité, hein, puisque l'Australie a banni l'export depuis très longtemps. Ils sont très beaux, ils ont une dorsale sous tout le long du dos, il y a plein de points blancs tout en ligne et tout ça. C'est vraiment des animaux superbes qu'on peut retrouver un peu le même genre au sud de la Nouvelle-Guinée-Papouasie sur Mereoki. Pourquoi tu fais cette tête? Parce que je bafouille, c'est ça? Tu dis ça parce que je suis black, hein? Bon. Oui. Et en fait, tous les animaux du sud de l'aire de répartition australienne et tout ça, souvent les juvéniles sont jaunes. Et l'aire de répartition du nord, donc les biacs et tout ça, les juvéniles peuvent être jaunes, ils peuvent être rouges, orange, ou des fois un brun très soutenu, presque noir, quoi. En fait, c'est assez étonnant. Et donc le changement ontogénique a lieu en général aux alentours de 8, 10 mois, 12 mois. Ça dépend en fait des spécimens, comment ils grandissent. Il y en a qui commencent à tourner très vite. Alors souvent ils commencent à prendre des pigments verts un peu partout. Des fois ils sont entre les deux. C'est assez étonnant, c'est vraiment beau. Personne ne sait finalement pourquoi ils font ça. Non. Probablement que c'est une adaptation pour les jeunes qui doit leur permettre de mieux se camoufler par rapport à un style de vie peut-être bien typique aux jeunes, puisqu'apparemment les jeunes ont l'air d'avoir un type de vie différent des adultes, puisque déjà ils se nourrissent apparemment principalement de lézards, donc principalement des cinques et des geckos d'après Sweetak, et c'est des animaux qui sont souvent diurnes, d'après ce qu'ils disent, enfin les espèces qui nourrissent. Donc en fait, peut-être que ça leur permet d'être plus passe-partout quand ils sont jeunes, personne ne sait finalement, c'est juste des hypothèses. Et par contre après, ils tournent dans cette couleur verte magnifique. Et Aussi, excuse-moi, Oui. une façon de limiter l'absorption de chaleur des ondes calorifiques, puisque peut-être, comme ils sont diurnes, en fait, ils risquent d'absorber plus d'énergie. Et Ouais, qui pourrait leur être défavorable. C'est une bonne observation. Ça amènera à une question qu'on va probablement nous poser et qu'on voit souvent. J'ai déjà participé à des discussions sur des groupes où ils disaient qu'il fallait mettre des UV. Il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. On pourra en parler. Et voilà, on pourra en parler. Mais j'avais essayé d'expliquer pourquoi c'était pas forcément nécessaire. Et par expérience, hein, parce que ça fait longtemps que j'en ai, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant. Donc, vous voyez, le jeune a la même position que l'adulte. Donc ça, c'est quelque chose d'assez inné. Après, il y a aussi un truc qui est hyper intéressant. Alors, je vais vous montrer au niveau des juvéniles. C'est la coloration de la queue. Alors, vous voyez, quand vous allez le déloger, il faut vraiment passer par en dessous, comme ça. Et voilà, là il s'accroche avec sa queue, ça c'est un réflexe normal. Et je vais aller le chatouiller un petit peu pour qu'il lâche. En fait, il ne faut surtout pas tirer. Parce que Lionel pourra vous expliquer que les vertèbres sur un animal comme ça sont extrêmement fragiles. Donc si on tire, alors regardez le petit bout de la queue. Vous voyez, il n'est pas du tout coloré pareil. Et en fait, il y a une particularité chez les juvéniles, c'est qu'ils utilisent le bout de la queue. C'est pour ça que j'y vais doucement pour le toucher, parce que ça peut le déclencher sur un réflexe de morsure. C'est qu'en fait, ça, ils l'utilisent pour faire un leurre. C'est-à-dire qu'ils vont le bouger exactement comme un petit ver. Et en fait, qui est-ce qui mange des vers? C'est les cinques et les geckos. Donc, évidemment, pas les rongeurs. C'est pour ça que c'est vrai que les juvéniles font vraiment beaucoup de tailoring, plus que les adultes, bien que les adultes puissent le faire, puisque c'est vraiment quelque chose qui est ancré en eux, je pense. Et donc, vous voyez, cette coloration bien particulière, ça, c'est très spécifique à cette espèce. Donc une queue très très préhensile, très très longue et très très fine et très très fragile du coup. Et vous voyez, si vous les affolez pas et que vous les prenez comme il faut, il n'y a aucun problème. Voilà, vous voyez, là il est détendu, il est super cool. Il tire bien sa langue, ça veut dire qu'il est calme. Et il commence à grimper, à explorer son environnement. Donc voilà, des animaux assez exceptionnels. Donc quand ils sont jeunes comme ça, souvent au départ, comme dans la nature, ils mangent plutôt des lézards. Ils peuvent parfois être un petit peu compliqués à démarrer. En fait, démarrer, c'est-à-dire leur donner leur premier repas et à manger tout seul. Donc il y a tout un tas d'astuces pour le faire. Mais au final, quand on a une bonne portée, en général, ils finissent tous par manger suffisamment bien. Et après, une fois qu'ils ont pris plusieurs repas et qu'ils sont habitués à manger du rongeur, après en général ils prennent sans aucun problème. Donc après il y a tout un tas d'astuces. Bien sûr, c'est vrai que
c'est pas mal. Alors bon, ça va un peu en contradiction avec ce que je vous disais par rapport à ce qu'ils font dans la nature, mais c'est vrai que les observations que j'en ai fait, en tout cas en captivité, parce que j'en ai nourri quand même une paire de bébés et d'adultes, c'est vrai que c'est souvent le soir qu'il faut le faire. Une fois qu'ils sont après lancés et démarrés, on peut les habituer aussi à manger la journée, mais c'est vrai que quand on démarre des juvéniles, que ce soit les boa canins ou les V10, moi j'aime bien le faire la nuit, parce qu'ils ont quand même une tendance à la prédation qui est... Enfin, clairement en captivité, ça se remarque vraiment, hein. J'en ai démarré des centaines depuis toutes ces années et c'est vraiment la nuit qui pondent. Donc en fait, on peut, quand ils sont en mode chasse comme ça, utiliser donc avec une pince et un rongeur, on peut les titiller un petit peu. Donc on peut aussi pincer la queue, ce qui les stimule pour chasser. Des fois, ils ont un petit réflexe de défense qui peut servir aussi à lancer une constriction. Et en plus, ils ont une sensibilité, les Morelia, c'est au niveau du premier tiers, enfin juste après la tête, quand on les touche, ils ont un réflexe un peu inné de se retourner et de mordre et de faire une constriction. Donc souvent, on peut utiliser aussi des points clés tactiles comme ça pour les lancer. Et bon, une fois qu'ils ont fait leur constriction, après, il faut se retirer tout doucement. Et voilà, pas leur faire peur. Et c'est toujours mieux de se retirer tout doucement. Et de ne pas leur faire peur parce qu'ils peuvent relâcher leur proie. Donc, comme je le dis souvent, nourrir des bébés serpents, quelle que soit l'espèce, c'est un art. C'est vraiment, il y a des tas d'astuces en fonction des espèces et tout, et c'est quelque chose de passionnant. Donc voilà. Faut pas les stresser avec le nourrissage surtout. Voilà. Il ne faut pas insister, il ne faut pas être pushy, il faut tranquillement, si ça ne marche pas, on attend, on essaie le lendemain. Il ne faut pas générer de stress qui aggrave l'anorexie en fait. Exactement. Et surtout, il faut vous dire que des bébés qui sortent comme ça, ils ont de la réserve. Souvent, les gens s'affolent et ils veulent absolument les nourrir très très rapidement. Et en fait, c'est pas forcément utile parce que les animaux ont de la réserve, hein. Ils ont absorbé tout le sac vitalin et donc ils sont capables de rester plusieurs semaines sans manger en attendant de vraiment trouver les proies ou de se lancer. La nature est bien faite, donc il ne faut pas s'affoler et pas commencer à vouloir faire du force feeding ou du gavage sur des animaux. Hydratés. Ils peuvent rester longtemps Voilà. sans manger pourvu qu'ils soient hydratés. Ça, l'hydratation, on va en parler. C'est la déshydratation qui tue les voilà. reptiles plus que le jeûne. Exactement. Et donc en fait sur les Morelia V10, l'hydratation c'est quelque chose de très important, comme pour beaucoup de serpents tropicaux en fait, et quelque chose qui est assez mal comprise puisque ça chez Reptiline et chez Lionel et partout les gens qui ont un petit peu réfléchi à la question et un petit peu de recul sur le truc, on s'est aperçu que ce qu'on avait comme données à l'époque, il faut les garder avec une forte hygrométrie dans le terrarium pour justement pas qu'ils se déshydratent, en fait c'était faux. Ouais. Moi, je peux te dire, je ne les brumise jamais. Voilà. Et ils me font des mues en une pièce magnifique. Je ne brumise jamais. Voilà. En fait, le problème, c'est comme on a une température assez élevée, quand on génère une forte hygrométrie, c'est un peu comme si vous ouvrez la porte d'un hammam, c'est-à-dire c'est très chaud, très humide. Et ça, moi, j'ai constaté en pratique que ça pouvait générer des pathologies respiratoires. Et notamment, il y a des pneumopathies qui sont induites par un excès d'hygrométrie et de température. Donc, moi, le point clé que je dirais pour les Morelia, c'est pas trop chaud et pas trop d'humidité. Par contre, et là j'insiste, toujours une gamelle d'eau pleine, parce que moi je les vois, ils descendent boire très régulièrement. Pratiquement chaque nuit, ils descendent boire. Donc jamais de manque d'eau, moyennant quoi, ils ne se déshydratent pas, et il n'est pas du tout utile de brumiser comme un malade et de générer une forte hygrométrie avec les vides qui dégoulinent. Ça, c'est vraiment ça fait le lit des pneumopathies chez cette espèce-là. Et comme chez le canin d'ailleurs. Exactement. C'est exactement la même chose. Et j'ai envie de vous dire, comme tous les boïdés tropicaux, comme les Simalia boeleni, qui vivent aussi sur les montagnes de Nouvelle-Guinée-Papouasie, donc dans des endroits où il y a effectivement beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, mais c'est dans la nature, c'est à l'air libre. Dans un terrarium, on ne peut pas faire la même chose. Donc en fait, en ayant des parcours complètement différents, on est arrivé à la même conclusion. Moi, malheureusement, en rendant des animaux malades, et Lionel en les soignant, en fait, tout simplement, je me rendais compte qu'en brumisant les animaux trop comme on nous disait de le faire quand on était gamin ou qu'on le lisait dans des articles ou des livres, en fait, les animaux avaient non seulement des problèmes de pneumopathie, mais aussi des problèmes de peau, parce qu'en fait, le fait d'être dans un terrarium, c'est pas la nature. Vous n'arriverez jamais à recréer les montagnes de Nouvelle-Guinée, Papouasie dans un terrarium. C'est impossible. Faut vous enlever cette idée de la tête. Si vous mettez des plantes, des choses comme ça, c'est pour vous faire plaisir à vous, pas à eux. Eux, ils n'en ont pas forcément besoin. Et surtout, on ne peut pas recréer un écosystème dans un cube en verre ou en plastique de 1 mètre dans une pièce à Paris.
Donc en fait, on doit trouver une manière de les garder dans une méthode saine. Souvent, j'entends parler de la méthode sèche de Nicolas Hussard et tout ça. C'est pas la méthode sèche de Nicolas Hussard, c'est déjà la méthode saine, j'ai envie de dire. Et c'est pas ma méthode, c'est la méthode de tous les gens qui ont observé leurs animaux et qui se sont dit, bah non, ça c'est pas le bon truc. En fait, mon animal, il doit s'hydrater par la boisson et par l'absorption des proies, puisqu'en fait, ils prennent de l'eau aussi en absorbant les proies. 80% d'eau dans chaque proie. Donc en fait, quand l'animal mange, il s'hydrate. Et surtout, qu'ils boivent de l'eau. Et en fait, je pense qu'il y a eu une confusion à l'époque avec les anciens. Bon, il y a aussi les gens qui pensent qu'il faut absolument qu'ils aient de l'hygrométrie parce qu'ils vivent soi-disant dans une forêt où il fait 80% d'hygrométrie, ce qui n'est pas toujours vrai. Non, mais comme tu disais, ça n'a rien à voir avec un écosystème naturel. Ouais, Voilà, ça n'a rien à voir. Mais en fait, les brumisations servait aux anciens à les inciter à boire sur les gouttelettes. En fait, je pense que c'est ça qu'on a confondu aussi. Et je sais que moi, j'ai des clients qui ont habitué leur Morelia viridis à boire, par exemple, à la seringue. En fait, voilà, ils ont appris à leur faire boire comme ça. Donc, en fait, ça permet de bien les hydrater. Mais en tout cas, comme le disait Lionel, et moi, j'ai fait la même constatation, nous, ici, on brumise très peu, voire pas du tout. Les Boeleni, les Batesi, tout ça, on les... Jamais. Parce qu'en fait, ils sont très sensibles au niveau de la peau et tout ça. Par contre, on change l'eau régulièrement. Donc, mettez une eau de boisson toujours fraîche. Renouvelez, si possible, le plus souvent possible. Parce que vous verrez qu'à chaque fois que vous renouvelez votre eau, les serpents vont très facilement boire. Moi, ça fait des années que je mets de l'eau aux serpents. Et c'est un plaisir, d'ailleurs, quand on leur nettoie leur gamelle et qu'on remet une gamelle d'eau fraîche, de les voir très peu de temps après venir et boire et se déshydrater comme ça. Se réhydrater, pardon, comme ça, pas se déshydrater. Et ça, c'est très important. Qu'ils boivent, et pour qu'ils boivent, il faut qu'ils puissent avoir une eau qui leur plaît. Donc, à l'époque, moi, il m'est arrivé de changer mon eau une fois par semaine, mais même si elle restait, entre guillemets, visuellement propre, je me suis aperçu que ça n'allait pas. En fait, l'eau chauffe. En fait, ils vont la boire. Il faut qu'elle soit bien claire. Voilà, il faut qu'elle soit bien claire et fraîche. Et puis tu sais, excuse-moi de te couper, Nicolas. Bah, au contraire, vas-y, t'es là pour ça. Coupe-moi. On pose souvent la question, l'eau du robinet, ça convient très bien. Oui. D'accord. Parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il faut de l'eau osmosée, est-ce qu'il faut de l'eau déminéralisée. Franchement, l'eau du robinet convient très bien. C'est une eau qui est assez calcaire, donc ça crée juste des dépôts calcaires dans les gamelles. Mais pour le serpent, ça convient très bien. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours d'ailleurs donné de l'eau du robinet. Bon, après, on avait des centaines et des centaines de serpents, donc forcément, on n'allait pas acheter des bouteilles d'eau pour tout le monde. Mais fort heureusement, oui, c'était le cas. Tu sais, pour en venir aux brumisations, moi, il y a un truc que je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même un sacré facteur de stress pour les animaux. Parce que exactement. quand on brumise, ils se referment ils se sur eux, rétractent et tout, et c'est stressant. Donc en fait, il n'y a que des inconvénients, enfin, à mon sens. Hein, et au mien aussi, il n'y a que des inconvénients et surtout, bah, effectivement, il y a un facteur de stress qui est important parce que des fois, les gens, ils sont insistants, ils ont quelque chose de trop violent. C'est pas des gouttelettes qui tombent, hein. Il faut savoir aussi brumiser. Hein. Ici, on brumise certains animaux et on a des techniques pour le faire, que ça soit pas violent et pas stressant, hein, comme sur les caméléons, etc., que ce ne sont pas agressés par le jet. Donc ça, c'est une très bonne remarque. Il y a un autre truc que je voudrais dire aussi. Si je t'en prie. À propos des Morelia, de grâce, ne nourrissez pas trop vos Morelia. Je sais que la fréquence des repas dépend bien sûr de l'âge, hein, que sur les jeunes, les animaux mangent beaucoup plus souvent, mais si vous avez un Morelia adulte, ne tombez pas dans le piège de le nourrir à jour fixe. Moi personnellement, j'attends toujours que mes serpents chassent, qui me montrent qu'ils aient vraiment faim et qui commencent à tourner. Là, je mets une proie et bim, à tous les coups c'est bon, mais j'attends qu'ils aient faim. Quand on marque sur un calendrier, voilà, il s'est passé 15 jours, 20 jours, boum, il faut que je nourrisse. Dites-vous bien une chose, c'est que le serpent, il mangera. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que dans la nature, lorsqu'un serpent trouve une proie, il la consomme. Parce qu'il ne sait pas ce que va être demain et qu'il peut rester ensuite 3-4 mois sans rien trouver. S'il reprend une proie 2 semaines après, il va la remanger en disant « je fais des réserves ». Parce que l'avenir est incertain en termes de proie à saisir. Donc c'est comme ça qu'on obtient en fait des reptiles qui sont obèses. Et moi, dans ma pratique quotidienne, je vois beaucoup de reptiles qui sont en surcharge pondérale, en surpoids, parce qu'on leur donne trop à manger. Moi, je vais vous dire, mes Morelia, je leur donne à manger à peu près toutes les 4 à 6 semaines. Pas plus que ça. Ils sont bien gras, ils sont magnifiques. Et je ne veux pas donner plus à manger de ça, parce que vous allez constater un truc, c'est que ça fait quand même pas grand-chose. Et pour des adultes, hein, tu dis. Ouais, pour les adultes, bien sûr. Et quand ça bouge la nuit, ça a quand même un exercice physique assez limité par rapport à d'autres espèces. Donc les dépenses caloriques ne sont pas énormes et il faut éviter de les suralimenter. D'accord? Voilà, ça c'était mon message par rapport à l'alimentation de cette espèce adulte. Exactement, et je rejoins tout à fait Lionel, je vous l'ai déjà dit plein de fois dans l'émission, que tous les reptiles en général, on y en a beaucoup trop, et là vous avez un spécialiste
un vétérinaire qui vous le dit. Et en plus, Lionel, souvent il va à l'intérieur des animaux, c'est-à-dire qu'il les ouvre, Voilà. tu les dissèques des fois même quand ils sont morts. Souvent, quand on les opère, on se rend compte de quelque chose qui est très très fréquent. C'est un phénomène qu'on appelle la lipidose hépatique. La lipidose hépatique, c'est l'homologue du foie gras d'oie, c'est-à-dire un foie qui est complètement chargé de matière grasse et qui devient beige blanchâtre, comme du foie gras. Et on se rend compte que quand on opère les animaux, cette suralimentation peut induire ce phénomène de lipidose qui est très délétère pour l'animal, qui peut dans certains cas être normal. Par exemple, quand les femelles sont gravides, il y a une lipidose qui est physiologique, c'est-à-dire normale, mais cette lipidose peut être pathologique lorsque l'animal mange trop. Et ça, on constate très très souvent quand on opère des reptiles. On voit un foie qui ne ressemble plus à un foie, c'est-à-dire qu'il a perdu sa couleur rouge pour devenir jaune. Ça, c'est pas normal. Et puis aussi des masses graisseuses. Très souvent on en parle, tu vois. Les corps adipeux, en fait, qui chez les serpents sont présents sur le dernier cinquième du corps, puis ensuite plus l'animal grossit et plus ça remonte vers le cœur et même en avant du cœur. Normalement, un serpent sain n'a des masses graisseuses que sur le dernier cinquième du corps. Et bien sur les animaux suralimentés, on se retrouve avec des serpents qui sont comme des boudins sur tout le long. Ça, c'est pas normal. Et voilà. Et donc en plus, on peut, là tu le vois de l'intérieur, mais en fait quand on connaît bien la morphologie d'un animal, c'est pour ça que c'est très important de bien connaître la morphologie d'un animal comme il est dans la nature. À l'époque, je parle de nous, hein, je veux pas dire qu'on est des vieux, mais bon, des jeunes plutôt qui ont vécu. On est des jeunes qui ont vécu. Allez, arrête. T'es tout fou encore, hein, regarde-moi ça. Tiens d'ailleurs, la preuve, regarde, est-ce qu'un vieux mettrait ce genre de blouse pour... voilà, t'as même pas mis ta blouse. C'est vrai, Putain, mais ta blouse. Je vais mettre ma tenue de camouflage. Allez, ok. Ah voilà, alors parce que le docteur Schilliger, en plus, au-delà d'être bon, il est beau. Il est stylé. Il est stylé. Les Qu'est-ce filles l'adorent. Qu'est-ce qu'on disait, Nico, Et sur- particulièrement quand il met sa tenue. Vas-y, enchaîne. Et ça me donne envie de chanter du Francky Vincent. Tu mon zizi. Tu mon zizi. Et Je crois que je vais enlever la blouse. ouais, d'accord, voilà. Et c'est pas la classe ça, Ouais. voilà, à l'américaine mon gars. Et en fait, à l'époque, on avait l'habitude de voir beaucoup plus d'animaux importés, donc qui venaient de la nature, et donc C'était beaucoup plus mince. à l'état sauvage. Donc ils avaient une vraie morphologie de ce qu'est cet animal dans la nature. Et il le dit aussi Switak dans son livre, que ce qu'il collecte sur le terrain comme Morelia, c'est des animaux, vous voyez, compressés sur le côté, assez efflanqués, qu'on pourrait considérer nous maigres, et que ce qu'ils voient en captivité, c'est souvent des gros boudins sur des branches. Mais c'est comme les pitons Régius, hein, Nico. Oui, c'est la même chose. Les Régius, si vous les attrapez au Togo dans les termitières, Ils vous sont dites parce qu'ils triangulaires. maigres. Non, ils sont pas maigres, ils sont normaux. Voilà. Ouais. Et ça, je l'ai beaucoup vu à l'époque, où on avait beaucoup d'animaux qui arrivaient d'Indonésie, des pitons réticulés, des choses comme ça, qui étaient rien à voir avec les gros réticulés que tu vois dans les os super fat et tout ça, voilà. Là, c'est un animal, celui-ci, qui est en parfaite forme. Voilà, et en fait, c'est des animaux qui sont compressés sur les côtés. On voit bien la dorsale, on voit les côtes. C'est normal de voir les côtes. Donc, c'est vraiment... Il y a une phrase que je garde toujours en tête. C'est que j'avais lu ça dans un bouquin. C'est un gars qui disait « Les reptiles sont faits pour vivre avec le moins. Ils savent vivre avec moins. Ils ne savent pas vivre avec le plus. » Ça, c'est une vraie règle. C'est un truc à garder en tête. Donc voilà, ça c'est des choses. Et je rejoins Lionel aussi quand il vous a parlé de température. Parce qu'il y a aussi un problème, une problématique, c'est un équilibre à trouver. En fait, c'est des animaux, comme vous le voyez, qui sont plutôt statiques et des chasseurs en embuscade. Ça veut dire qu'en fait, ils vivent dans un milieu sans trop se déplacer, un milieu qui est plus ou moins toujours à la même température. On les appelle des thermoconformistes. C'est pas des animaux qui vivent dans un milieu où la température descend énormément, sauf éventuellement peut-être les espèces, enfin les spécimens plutôt de localités montagnardes, parce qu'il faut savoir que les pitons, les Morelia viridis, on les trouve dans les montagnes aussi, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Donc en fait, où là effectivement il y a des nuits vraiment très froides, mais globalement en fait c'est les thermoconformistes, c'est-à-dire qu'en fait ils vont vivre très bien avec une seule température, ils n'ont pas besoin d'un gradient thermique. Et moi ce que j'ai trouvé en captivité comme beaucoup en fait, c'est qu'à une température la journée aux alentours de 27, ça leur suffisait parfaitement entre 25 et 27 pour digérer, pour être bien et tout ça. Et souvent en captivité, vous avez tendance à vouloir des températures trop chaudes, trop fortes et surtout avec plein de chauffage additionnel. En fait, des lampes, voilà, qui chauffent beaucoup. Et ça en fait,
ça les déshydrate Ouais. parce qu'ils sont sous des projets comme ça d'infrarouge. Et en fait, ce que certains considèrent comme un bon terrarium, c'est un peu une machine à fumer la viande, quoi, à sécher. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est un équilibre entre leur donner bien à boire et pas trop les chauffer. Exactement comme tu l'as dit. C'est vraiment ça. Et ça, c'est pas valable que pour les Morelia viridis, c'est valable, je pense, pour tous les serpents tropicaux. Et les serpents en général, en captivité, on a tendance à beaucoup trop les chauffer. Puis alors, c'est marrant parce qu'on voit, moi je mets des échelles de bambou dans mes terrains, et on voit que par exemple quand ils viennent de prendre un repas, ils vont en haut sous la source de chaleur, mais pas très longtemps, hein, une journée ou deux, puis après Ouais. ils reviennent à une température intermédiaire, et en fait ils se chauffent très peu de temps, le temps de la digestion, mais à des températures très raisonnables. Tout à fait. Quand il fait 30-32 dans tout le terrarium, c'est pas viable. Ils aiment pas, voilà. Et en plus de ça, il faut savoir que, donc en gros, typiquement si on veut aller dans la caricature, à l'époque, et encore aujourd'hui sur certains réseaux, certains forums et tout ça, les gens vous expliquent c'est quoi un terrarium pour un Morelia viridis. C'est un truc où on bouge toutes les aérations, où on chauffe à 30-32 degrés, on pulvérise tous les jours, on met de l'eau partout, on aère surtout pas, on met la gamelle d'eau près de la chaleur et tout ça. Enfin, en gros, on fait une boîte de pétri, quoi. Voilà, on fait un hammam. Hammam. Et en fait, c'est pas sain du tout. Donc en fait, il faut être à l'opposé de ça. Moi je dis aux gens surtout ne bouchez pas vos aérations. On te rappelle à l'époque tout le monde disait ouais il faut boucher les aérations. Il faut que ce soit très ventilé. C'est l'inverse, absolument En l'inverse. fait, les reptiles, on entend parfois dire que les reptiles craignent les courants d'air, c'est complètement faux. Les reptiles craignent les courants d'air froid, mais adorent les renouvellements d'air permanents avec un air qui est tiède. Exactement. paraît logique, en Et fait. ça paraît totalement logique. Et puis quand tu vis sur une branche dans un arbre, t'es pas au fin fond d'un terrier, dans un truc qui est hyper confiné. Ah ouais, c'est Rome. C'est l'heure. T'as vu? Donnez-moi ma bière. Est-ce que le rhum a rangé? Donc voilà, ouais. Et donc, non, c'est le Red Bull. Et donc, c'est vraiment important qu'il y ait une très très bonne ventilation. Ça, c'est le numéro 1. Deuxièmement, pas trop chauffer. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour nous dans des pièces d'élevage voilà, où la température est bonne, donc on a très peu de chauffage à rajouter, voire pas du tout. Moi très souvent, tout ce qui est canard, viridis et tout, dans les pièces d'élevage, on ne met pas de chauffage additionnel. C'est vrai que quand vous êtes dans votre salon, faire du Morelia viridis dans un salon à 18 degrés, c'est compliqué. Pour nous, pour vos conseillers, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut rajouter pour chauffer votre petit terrarium ou votre terrarium plein de chauffage additionnel. Et c'est pour ça que l'hiver, vous avez des problèmes de mue, des choses comme ça, parce que vos chauffages additionnels, ils fonctionnent beaucoup. Et que l'été, bizarrement, j'enlève mes chauffages et tout, la pièce est plus chaude et mon serpent, il mue beaucoup mieux. En fait, c'est parce qu'on on retrouve un équilibre plus sain, alors qu'avant, on était dans un déséquilibre absolu. Donc voilà, je suis très content qu'on puisse tous ensemble vous emmener vers cette voie-là, parce que nous, on a souffert de toutes ces mauvaises informations. Et on a fait malheureusement mourir des animaux, faut le dire, c'est à l'époque, c'est ce qui se passait. Et aujourd'hui, c'est super que cette méthodologie se développe. C'est vrai qu'au départ, on a rencontré un peu de résistance, des gens qui disaient « Oh mais non, mais c'est pas comme ça » et tout ça. Bon, en attendant, c'est vraiment ça qui fonctionne. Il faut regarder les résultats aussi que voilà. ça donne et puis l'impact sur les animaux. Donc vous voyez, là ils sont jamais brumisés ou très peu. Alors après, c'est pas non plus hérétique de temps en temps faire une brumisation sur votre Morelia. Il va boire sur les gouttes, on peut, mais il faut que ça sèche, il faut que ça se réaère. Ce qu'il faut pas, c'est mettre des systèmes de pulvérisation et essayer d'avoir 80% en permanence. Ça c'est impossible. Ouais, et puis 80%, quand on y réfléchit, c'est quand même un peu... Ouais, mais c'est excessif. C'est pas... Et en plus, l'hygrométrie, c'est quelque chose qu'on connaît pas bien en fait, parce que c'est une hygrométrie, c'est relatif, c'est un pourcentage relatif. Ouais, et puis l'hygrométrie est inversement proportionnelle à la ventilation. C'est-à-dire plus c'est ventilé, moins c'est humide. Ouais. Moins c'est ventilé, plus c'est humide. Donc c'est un savant mélange entre une bonne ventilation, un petit peu d'hygrométrie mais pas trop. Donc voilà, il faut jongler avec ça. Voilà, c'est vraiment les 3 paramètres de la terrarium, c'est température, hygrométrie, ventilation et puis l'éclairage. Mais ce qui est rigolo, c'est que moi avec le temps, en fait, l'hygrométrie, maintenant je m'en fous complètement. Voilà, j'ai même pas d'hygromètre. Enfin, moi je vends des hygromètres, je devrais pas vous dire ça, je presse contre ma paroisse, mais en fait, j'en ai pas. Non, mais en étant sincère, on est là pour être sincère, vous le savez, chez Airpword, on vient comme on aime, C'est ça. On met ça à bout, voilà. Moi j'ai. Mais c'est clair. Et là, il a le slip assorti, c'est trop fort. Et donc en fait,
Sérieusement, l'hygrométrie, que ça soit même avec des espèces soi-disant hyper sensibles, hyper machin, comme les boa canins, les boélénines et des choses comme ça. Ou même certains lézards Mais aussi. ouais, voilà, mais j'ai pas d'hygromètre. En fait, je leur donne par contre à boire et ils boivent énormément. Et en fait, les pertes hydriques sont aussi parfois importantes, donc surtout si on chauffe beaucoup. Donc il y a encore plein de choses à creuser là-dessus. Je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Plus on aura d'infos, plus on vous les donnera. Mais ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur les montréalistes, mais j'ai envie qu'on passe aux questions parce que le temps file. Il nous reste... Et le temps passe, ouais. Et donc, On va les remettre au chaud. on va les repasser à notre charmante assistante au chaud, mais pas trop. Allez, au chaud. Vous voyez, c'était bien calé dans ma main et tout ça. Donc, vous voyez, bon, au niveau du comportement, hein, c'est pareil, ça c'est un truc qu'on entend à gogo. Ça tape, c'est des agrafeuses et tout. En fait, évidemment, c'est des animaux qui ont peur. À partir du moment où ils n'ont plus peur, il n'y a aucun problème. Moi j'ai ce qu'il faut, merci Lionel, c'est gentil. Donc, on va passer aux questions. On en a eu pas mal là qui arrivaient pendant qu'on était en train de discuter. Il est avec nous. Il est à votre disposition. Et profitez-en parce que avoir quelqu'un qui est vraiment, je le répète, une véritable sommité, parce qu'il est c'est un homme extrêmement humble et modeste comme tous les grands bonhommes. Et il est toujours, ce que j'apprécie toujours avec Lionel, c'est qu'en fait, il est capable de t'expliquer des trucs hyper compliqués, hyper simplement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on on commence avec Et donc la on passe première aux question. questions du jour. Alors on passe avec la première question de Guillaume Jeannès. Salut Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut Guillaume. Qui nous demande, avez-vous déjà constaté de la dermatophagie chez les serpents comme le font beaucoup de lézards? Jamais. Je ne l'ai jamais constaté. Jamais. J'ai déjà vu de la coprophagie, c'est-à-dire un serpent qui mange son caca. C'est assez étonnant. C'était chez Aspidites melanocephalus. Oui. Et j'en ai discuté avec d'autres éleveurs, c'est apparemment courant chez cette espèce. J'avais jamais vu ça chez un autre serpent. Même moi j'avais un mâle, il mangeait tout le temps sa merde. Donc à chaque fois qu'il faisait ses besoins, je fonçais pour lui enlever son gros monsieur Henki pour pas qu'il me le mange parce qu'après je trouvais ça dégueulasse et je le voyais manger. Non, c'est pas le monsieur pas Henki, ça. c'est dégueu. Mais j'en ai jamais vu manger leur peau. On continue, donc Guillaume qui avait posé aussi d'autres questions concernant l'alimentation des serpents. On lit souvent que les rats font grandir les serpents plus vite. Or, d'après ce qu'a lu Guillaume, ils contiennent simplement plus de lipides que les souris. Du coup, est-ce vraiment mieux? Mieux non, en fait ça dépend aussi, la composition analytique du rat va dépendre aussi de ce qu'il mange. Si vous suralimentez le rat ou dans votre élevage de rats, vous mettez énormément de nourriture, les rats vont devenir gros, ils vont être très riches en lipides et apporter donc plus d'énergie au serpent, donc faire grossir le serpent plus vite. Mais en termes de nutriments, c'est-à-dire de ce que la proie va apporter En protéines. à l'animal, voilà, en protéines, en On est sur du rodent clothing en fait. Ouais, bah voilà, c'est pareil. Ouais. Et j'avais vu aussi une analyse aussi, en fait la teneur en lipides elle est différente en fonction du stade. C'est-à-dire qu'en fait un rosé, un blanchon, une sauteuse, une souris adulte n'auront pas les mêmes teneurs en lipides. Par exemple le blanchon, si on prend le cas des souris, c'est le stade le plus gras de ce rongeur. Donc en fait c'est quelque chose. Protéines, en fait, Voilà, et beaucoup plus de gras, parce que c'est un moment du développement du rongeur. Ouais, donc j'imagine qu'un blanchon de rat, c'est le même délire, c'est plus gras en fait qu'un rosé, etc. Donc voilà. Ensuite, Dimitri. Bon, on continue, tu vois, à Guillaume qui avait beaucoup de questions. Guillaume, tu avais plein de questions Je vais quoi. juste condenser un peu la question, je vais faire deux questions en une. En fait, il nous parle de s'il faut s'inquiéter systématiquement quand un serpent fait une mauvaise mue, alors que dans la nature, les serpents ne font pas toujours des mues parfaites. Et donc j'enchaîne aussi sur si en fait la lunette du serpent décolle mal au niveau de la mue, est-ce que ça peut être compliqué en fait, ou vaut mieux la retirer directement ou attendre la prochaine mue pour retirer la lunette? Est-ce que ça peut être un danger de laisser Voilà, la lunette? c'est ça, Voilà, je voyais que tu n'y arrives parce pas. que vu que je fais avec les deux questions, il faut que D'accord, j'arrête le truc. Alors Nico, En tu direct. sais quelle est la principale cause de rétention de lunettes précornéennes chez le serpent? Peut-être les parasites externes? Bravo, c'est exactement ça. En Ouais. fait, on a tendance à penser que c'est le manque d'humidité, donc l'hygrométrie qui pêche et qui fait qu'elle se décolle mal. En fait, c'est très généralement lié à la présence de cet acarien qui s'appelle Ophionissus, qui est l'agent de la pseudogale ophionicide des serpents, Oui. qui se loge sur le pourtour de la lunette précornéenne. Pourquoi là? Parce que c'est là où la peau est très fine, il y a du conjonctif, c'est-à-dire une zone très fine où l'acarien peut planter son rose pour sucer le sang.
Donc ils se mettent généralement autour des yeux, sous le menton, là Ouais, quand on là, l'écarte, ouais. c'est très fin. Et puis autour Comment du ça thorax. s'appelle déjà la gulaire là, Ouais, la région angulaire, la région de la gorge, ouais. Et donc, déjà, quand vous avez une rétention lunettes précornéenne, c'est la première chose à regarder. Est-ce que vous voyez une espèce de bourrelet annulaire autour de l'œil? Ça provoque un petit gonflement. Et quand on regarde avec une loupe, on voit des acariens noirs entre le globe oculaire et le pourtour de l'œil. Et chez les Morelia viridis, en plus, chez tous les Morelia d'ailleurs, qui ont des yeux assez importants et qui ont un gros espace, Voilà. souvent entre les yeux, hein, C'est un gonflement. ça, on le voit vraiment sur les viridis et d'autres Morelia. Dès qu'ils ont des acariens, tac, t'as les yeux. Et que si tu passes une sonde autour de l'œil, tu sors un maximum d'œufs, de larves. Alors ça, c'est la principale cause de rétention lunettes. Ensuite, la question, est-ce qu'il faut systématiquement Enlever la retirer? lunette. La réponse est non. Et n'essayez pas parce que lorsqu'on enlève une lunette qui n'est pas une lunette persistante, on peut enlever la lunette sous-jacente qui, elle, protège la cornée. Et là, c'est la catastrophe. En quelques heures, en fait, vous pouvez avoir une dessiccation, c'est-à-dire un dessèchement total de la cornée. Et le serpent peut perdre ses yeux très rapidement. Avec le temps, moyennant des soins locaux, avec des jets de lacrymomimétiques, c'est-à-dire des larmes artificielles, la cornée peut se reformer. Mais il vaut mieux laisser la lunette que d'essayer de tirer dessus et d'endommager les structures qui sont autour des yeux. Donc on peut attendre la mue suivante, puisque la mue suivante, c'est la lunette sous-jacente qui va chasser la lunette persistante. D'accord? Donc on s'arrange, on traite les acariens s'il y a des acariens. On s'arrange pour que la mue d'ensuite se passe bien et on vérifie toujours après la mue en décollant la mue de la tête que les lunettes sont bien parties. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire à chaque fois que votre serpent mue. Dépliez la mue, ouvrez la tête et regardez bien qu'il y a les deux lunettes précornéennes qui sont vraiment comme deux lentilles de contact, hein, puisque c'est une protection sur les yeux, que ces lunettes sont bien parties en même temps que l'exuvie, c'est-à-dire la mue. Et le bout de la queue, bien sûr, parce que ça aussi, c'est quelque chose de sensible, particulièrement sur les Morelia viridis qui ont une très longue queue, très fine. Et c'est pour ça que c'est important aussi, je le répète, de les manipuler. Il y a des gens qui disent oh, il ne faut jamais manipuler ces animaux-là et tout ça. C'est important de temps en temps de pouvoir les manipuler pour checker justement, parce que quand le Morelia est lové, on ne peut pas avoir le bout de la queue. En plus, les Morelia viridis ont une particularité, c'est que quand ils préparent une mue, c'est vrai que sur certains serpents c'est évident, sur un boa constrictor, un python aegis, on voit vraiment l'air qui passe entre l'exuvie et le corps qui rend l'animal tout bleuté, opaque, et les œufs opaques et tout ça. Mais sur un Morelia viridis, en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait on voit très peu ça. En fait, Oui, on n'a pas c'est cette vrai. impression-là, et en fait on n'a pas ce côté bleu, etc. En fait, ça tient à la nature de la lymphe, parce qu'en fait, c'est une fine pellicule de lymphe qui s'interpose entre les deux feuillets de mue D'accord. et qui est bleutée chez la plupart des espèces et qui l'est moins chez le viridis. Ah bah tu vois, ça c'est une super info que je ne savais pas. Donc cool, merci Lionel. Ouais. Et non, merci, c'est C'est cool. quand même vous t'en prie. Parfait, d'accord. Et donc, ça c'est vraiment important. Et pareil, c'était toi à l'époque qui m'avais appris cette histoire qu'on pouvait laisser la lunette sans problème, parce que c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que j'aime faire cette émission et que j'aime qu'on puisse transmettre comme ça des informations récentes, et parce qu'en fait dans la thériophilie il y a souvent des trucs que tu as lus sur des vieux articles, des trucs tu prends ça pour argent comptant, c'est des trucs qui sont vieux. Moi aussi à l'époque j'avais lu ouais il faut enlever la lunette sinon l'œil après nanana. J'ai Donc même en vu des fait articles qui disaient de mettre un scotch et tirer d'un coup. ouais, non mais tu voyais de tout, il fallait mettre de la crème Qui vient avec, quoi. et tout ça. Donc moi j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance puisque mon veto c'était le meilleur qui était juste à côté de chez moi. Donc Ouais, à chaque fois que j'avais les questions, bah non mais j'aime bien te... Je sais que ça te plaît. Mais non mais c'est vrai, je le pense vraiment, c'est pas du suçage les gars, vous me connaissez. Non, mais si ça c'est- serait un enfoiré, il serait même pas là. Si c'est plaisant, on peut y aller. Hein. Voilà, non mais franchement c'est vrai, enfin, cet homme il est excellent, il m'a sauvé tellement de serpents et il m'a appris tellement de choses. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être Oui, c'est avec aussi Lionel voilà, ce soir. Et effectivement à l'époque, partant de ces mauvaises informations que j'avais collectées, c'était toi qui m'avais expliqué qu'effectivement non, quoi, ça ne Oui, servait c'est- pas. Faut laisser, Donc, ça part à la mue. Question suivante. On passe à la question de Philippe Muller. Salut Philippe. Salut Philippe Muller. Qui nous demande y a-t-il un lien entre les acariens et le refus de manger. Donc on continue un petit peu sur ce qu'on disait au niveau des acariens. Alors, il peut y avoir un lien entre la présence de ces acariens dont on vient de parler et une anorexie. Pourquoi? Parce que C'est un stade très mettez-vous à la avancé. place d'un serpent qui a des démangeaisons et qui n'a pas de pattes pour se gratter. C'est assez horrible. On voit ces animaux qui Il se frotte. généralement se baignent. Oui. D'ailleurs, pour vous, quand un serpent prend des bains prolongés, ça doit faire C'est un tilt. Il signe, faut- ouais. Ça, à c'est chaque vraiment fois. le principal signe clinique. Et en fait, le serpent se met dans le bain pour se soulager les démangeaisons qui sont occasionnées par les acariens.
mais il ne peut pas se gratter. Alors vous voyez parfois aussi, comme tu disais, se frotter sur les éléments de décor du terrarium, mais en fait tout ça génère un stress, et vous savez à quel point le stress peut générer de l'anorexie chez tous les reptiles. Donc oui, il peut y avoir un lien entre acariose cutanée et anorexie, tout à fait. Ok. On va passer aux questions de Johan Enak qui nous a fait toute une thèse. Ah, Johan, toi, Mais en tout toi cas, t'as merci, envoyé du bois, mon Et, gars. et C'est bien. Johan, grâce à toutes tes questions, tu vas gagner un t-shirt de l'émission qu'on t'enverra donc rapidement. Merci, Johan. Il faudra que tu Merci, nous envoies ta Johan. taille. Et après, il faut qu'on prenne des questions en live parce que là, je Ouais, vois que ça ouais, se ouais, déchaîne. ça, Là. là, on a du monde, on a du monde. Donc on va commencer avec la première question de Johan donc, qui nous demande comment est-ce qu'on pourrait parler des symptômes de l'ostéofibrose donc nutritionnelle chez les reptiles, Ouais. mécanismes physiologiques, symptômes, traitements, espoir de récupération, signes visibles, etc. etc. D'accord, on peut en parler. Oui. Alors déjà, avant de commencer, parce qu'il y a toutes sortes de publics, il y a des jeunes, des moins jeunes qui suivent cette émission, et j'ai envie que tout le monde comprenne. Donc déjà, il faut qu'on explique ce que c'est que l'ostéofibrose. Absolument. Alors Et on a un l'ostéofibrose, chef de l'ostéofibrose. l'ostéofibrose, en fait, comme son nom l'indique, c'est le tissu osseux qui se remplace en tissu fibreux. Alors je m'explique. L'ostéofibrose, c'est probablement la maladie que nous, vétérinaires, rencontrons le plus dans notre pratique courante. C'est vraiment la maladie des reptiles. Mais ça ne touche pas tous les reptiles. Ça ne touche que les reptiles herbivores, c'est-à-dire végétaliens, et insectivores. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les serpents sont complètement indemnes de cette maladie lorsqu'ils mangent des proies entières qui sont des proies équilibrées par excellence, et notamment des proies riches en calcium. Cette ostéofibrose, c'est une maladie qu'on appelle métabolique, c'est-à-dire liée à un dérèglement du métabolisme, qui est d'origine nutritionnelle et environnementale. Pourquoi nutritionnelle? Parce que c'est toujours provoqué par un manque de calcium alimentaire, une carence en calcium alimentaire. Pourquoi environnementale? Parce que c'est très souvent aggravé par une carence en vitamine D3, qui elle-même est la conséquence d'un manque d'exposition au rayonnement UVB. Alors, carence alimentaire en calcium, ça se produit chez les reptiles herbivores et insectivores qui mangent une ration qui est trop pauvre en calcium et trop riche en phosphore. Par exemple, des végétaux issus de la culture maraîchère que vous allez donner à une tortue terrestre ou à un iguane vert, eh bien, ces végétaux, pour la plupart, sont très riches en phosphore et très pauvres en calcium. Certains le sont moins, comme par exemple le pissenlit, qui est particulièrement riche en calcium et en vitamine A, mais C'est ce qu'on globalement, appelle le rapport calcium-phosphore. c'est ça, le rapport phosphocalcique, c'est le rapport entre le calcium et le phosphore dans un aliment qui va générer chez l'animal, cette alimentation carencée en calcium va générer chez le reptile, jour après jour, un manque de calcium dans son sang, donc ce qu'on appelle une hypocalcémie. Et cette hypocalcémie va être le déclencheur d'une réaction hormonale dans l'organisme du reptile, que nous, dans notre jargon, on appelle l'hyperparathyroïdie secondaire nutritionnelle. Je m'explique. Non, je m'explique, c'est Ah, ça. t'es souhait, vieux. C'est que lorsque un animal, et c'est vrai pour tous les vertébrés, lorsqu'un animal manque de calcium, son organisme va sécréter en quantité excessive une hormone qui s'appelle la parathormone, qui est sécrétée par les glandes parathyroïdiennes, qui sont, comme leur nom l'indique, à côté de la thyroïde. Et cette parathormone a une action dite ostéoclastique, c'est-à-dire qu'elle détruit l'os, et hypercalcémiante, c'est-à-dire qu'elle tend à remonter le calcium dans le sang. Pour faire simple, le reptile va prendre le calcium de ses os pour le mettre dans le sang, parce que l'objectif Il n'en de trouve tout pas être- assez. Voilà. En Dans fait, sa l'objectif, nourriture. c'est toujours de maintenir le sang constant. Ce qu'on appelle le milieu intérieur, c'est le sang. Et bien, l'objectif de tout être vivant, c'est de maintenir le milieu intérieur constant. Donc, s'il y a un paramètre qui bouge, On va les l'organisme compenser, voilà, l'organisme va mettre en œuvre des adaptations qui vont permettre de compenser le manque. Donc, en gros, un reptile ne mange pas assez de calcium, il va sécréter trop de parathormones, il va donc se décalcifier et il va faire ce qu'on appelle de l'ostéopénie, c'est-à-dire un squelette qui devient tout mou, Et fragile. fragile, peu calcifié, et donc ça se traduit chez les tortues par une carapace molle, mais il n'y a pas que la carapace qui est molle, il y a tout le squelette. Chez les lézards, des déformations du squelette, des fractures spontanées, La mâchoire qui est, la qui est mâchoire molle. toute molle, voilà, en caoutchouc. Et Ouais, par les pattes aussi qui vrillent, choses voilà, comme et ça. puis ces animaux sont fatigués parce que le calcium participe au métabolisme musculaire, donc ce sont les animaux qui ont une hypotonie musculaire, parfois même des myotonies, tremblements. des tremblements, parce que ça crée des crises de tétanie, et des animaux donc, qui progressivement dépérissent. Il y a un exemple frappant de cette maladie, mais nos auditeurs sont sûrement trop jeunes pour avoir connu cette époque, mais dans les années 80, il y a des millions de ces Avec Jeanne animaux. Masse, je me rappelle, elle avait carrément sur scène une jambe qui avait été pétée en deux, quoi. Elle manquait de calcium, putain. Je vais le faire court. Hein. Vas-y. Dans les années 80, il y a des millions de tortues dites de Floride qui ont été exportées de fermes d'élevage Mhm. partout à travers le monde.
Sur ces millions de tortues de Floride, 99,9% de ces pauvres animaux sont morts dans les 2-3 années qui ont suivi à cause de cette maladie, parce qu'elles mangeaient les crevettes séchées, qui étaient très pauvres en calcium. Ouais, les gamins aussi. Et elles sont toutes devenues toutes molles, et elles sont mortes dans leur petit aquarium en plastique. Voilà, les parents allaient avec les enfants acheter ça en animalerie, et puis 2 ans après, la pauvre tortue était morte à cause de cette maladie. Donc ça, c'est nutritionnel, et c'est aggravé par un manque d'exposition aux ultraviolets qui génère chez l'animal un manque de fabrication au niveau de la peau de vitamine D3. Vous savez, quand vous êtes sur la plage, au soleil, vous fabriquez de la vitamine D3. Même toi, Nico. C'est vrai? Oui. Putain, je me suis jamais aperçu. Et cette vitamine D3, elle sert à absorber le calcium alimentaire. Donc en fait, les UV favorisent la fabrication de vitamine D3 par un mécanisme que nous on appelle la photoconversion cutanée, associé à la chaleur par un mécanisme qu'on appelle la thermoisomérisation. Bref, il faut chaleur et UV pour qu'il y ait cette fabrication de vitamine D3 qui ensuite passe dans le sang de l'animal et favorise l'absorption du calcium par l'intestin. Et c'est pour ça qu'on vous saoule tout le temps chez les espèces herbivores et insectivores avec la chaleur et les UV. C'est parce que ces deux mécanismes, UV et thermoisomérisation, favorisent la synthèse de D3. Et que sans cette D3, les animaux font de l'ostéofibrose, se cassent les os, se déforment et finissent par mourir. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans le sens où c'est vrai que souvent on parle des UVB, on parle éventuellement de rajouter des compléments, et ça on va en parler plus avant parce qu'il faut rajouter des compléments, mais pas n'importe comment, parce que ça peut être aussi mauvais. Mais c'est vrai que pour avoir récemment lu un livre là-dessus, là, sur le Metabolic Bone Disease, puisque c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, en fait, il y a vraiment une corrélation avec aussi la chaleur, parce qu'en fait, le cycle du calcium, il est vraiment dépendant aussi, chez les reptiles, ils sont très dépendants de la chaleur et de ça. Donc en fait, c'est vrai que souvent, les animaux, si on reprend l'exemple de ta tortue de Floride que tu disais, non seulement souvent dans les petits bacs, ils n'étaient pas chauffés, tout simplement, donc elle n'avait pas de chaleur, elle n'avait pas d'UV, et elle avait une mauvaise alimentation. Donc elle pouvait absolument que mourir. Elle était totalement condamnée. Donc nous maintenant on essaye de faire totalement l'inverse parce qu'on a des connaissances qui ont augmenté. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Johan, c'était ça? Oui, c'était bien. On passe à la question suivante. Donc Johan avait beaucoup de questions. Alors on va peut-être pas les faire toutes parce qu'il faut laisser, mais il y en avait une qui était intéressante, c'était sur les ça là. Ça c'est assez moderne, c'est assez nouveau. Donc alors Johan nous parle du nidovirus du coup. Donc qui est de plus en plus présenté comme un épouvantail pour les éleveurs de boïdés. Et donc lui il nous demande, est-ce que c'est très fréquent ou est-ce un effet de mode? Et faut-il prendre l'habitude de demander un test nido avant d'acheter un boïdé? Et quels sont les moyens en fait de transmission et comment lutter contre le nidovirus? Alors c'est pas du tout un effet de mode. Le nidovirus il a été décrit pour la première fois en 2012, donc ça fait quand même 7 ans. C'est relativement récent quoi, si on prend l'histoire de la terrariophilie. En fait je pense qu'il n'est pas récent du tout, mais que nous on le connaît depuis. Voilà. C'est certainement un virus qui est là depuis longtemps. Beaucoup de serpents. Mais à l'époque on ne savait pas. Voilà, on ne pouvait pas mettre une étiquette sur ce virus qui maintenant est bien connu, le nidovirus, qui fait partie de la famille des nidovirales. C'est un virus qui est assez proche du coronavirus. Par exemple, le coronavirus, je ne sais pas si vous vous souvenez du SRAS pour les humains. Pas du tout, les SRAS, les trucs brillants là qu'on se mettait dans les années 80. Pas du tout, c'est pas grave. Voilà, ou la pive du chat, ce sont des coronavirus. C'est un virus en fait qui est malheureusement mortel, qui touche les boïdés et potentiellement tous les boïdés, qu'on rencontre énormément chez le python royal et qui provoque sinusite, pharyngite, trachéite, pneumonie, mais aussi hépatite et dans certains cas encéphalite. Donc c'est pas un effet de mode, c'est vraiment un vrai fléau et c'est pour ça que j'aurais revenir, si tu permets Nico, sur Je t'en prie, vas-y à fond là. Une notion qui est très importante, je voudrais que vous sachiez tous bien qu'il faut... C'est ce que vous m'avez demandé à Reptiling. Ouais, oui. Le standard. Alors, oui, des fois la vérité du soir, on en a, ouais. Alors, ouais. Succès. Et donc faites des quarantaines. Jeanne Masse. Ouais. En fait, la quarantaine est probablement la seule mesure efficace pour éviter la transmission d'un virus dans votre cheptel d'animaux sains. Si vous commencez à avoir beaucoup de serpents, des serpents de valeur affective ou même sur le plan financier, des serpents que vous reproduisez et que vous introduisez à brûle-pourpoint un animal que vous avez acheté sur une bourse d'échange à l'étranger, ou que vous avez même de la part d'un copain que vous connaissez, savez être très sérieux, qui fait... vous avez des personne ne peut voir qu'un animal a un virus. Donc il faut vraiment isoler le serpent. La quarantaine, c'est pas que pour les livres, c'est pas que pour les articles. Faites-le. Moi, j'ai vu dans mon cabinet des éleveurs pleurer, qui ont perdu 200 bêtes en 3 semaines à cause de l'ajout d'un serpent acheté je sais pas où. Donc la quarantaine, ça veut dire quoi? Quarantaine, ça veut dire 40 jours. Pas du tout chez les reptiles. La quarantaine des reptiles, c'est 6 mois.
Pendant 6 mois, vous placez votre serpent que vous venez de ramener dans une pièce à part, pas dans la même pièce que la pièce d'élevage, dans une pièce à part, dans un terrarium d'infirmerie, où vous allez, il ne s'agit pas de le laisser dans un coin et de ne pas l'observer. Il faut tous les jours le regarder. Vous allez observer s'il se nourrit bien, voilà. Est-ce qu'il se nourrit bien? Est-ce qu'il fait des matières fécales normales? Est-ce qu'il a des problèmes respiratoires? Est-ce qu'il a des acariens? Tout ce qui vous paraîtra, pour vous, terrariophile, qui est habitué à voir tout ça, tout ce qui vous paraîtra insolite, qui va aiguiser votre curiosité, là c'est bizarre, une posture de tête anormale, voilà. Du mucus, par exemple, Ouais, salive, des choses comme ça. hypersalivation, des choses dans les narines. Pendant cette période de quarantaine, ce que vous pouvez faire, c'est, et c'est pas pour prêcher pour notre paroisse à nous vétérinaires, mais faire un bilan, c'est-à-dire savoir ce que vous avez acheté comme animal sur le plan sanitaire. Vous pouvez tout à fait réaliser ce qu'on appelle un scan PCR, c'est-à-dire qu'on peut, à partir d'un écouvillon buccal, savoir si votre reptile héberge tel ou tel virus. D'accord? Ça, c'est très important. Vous pouvez également faire une analyse de selles si les selles sont suspectes pour voir s'il y a des parasites, pour ne pas transmettre des parasites à tout votre cheptel d'animaux sains. Donc cette quarantaine, c'est très important. De grâce, faites-le, parce que vous n'imaginez pas à quelle vitesse une maladie peut se propager dans un élevage, et j'y pense parce qu'on est en train de parler du nidovirus, qui est un virus qui se transmet par les sécrétions respiratoires, les aérosols respiratoires, et qui peut, d'un terrarium à l'autre, vraiment provoquer de la mortalité en traînée de poudre de bac en bac. Donc en fait, il se transmet par voie aérienne. En fait, c'est par l'expectation. Comment on dit? Par l'expiration. L'expiration. L'expectation, je veux dire, mais ça n'a rien à voir. L'expectoration. L'expectoration, voilà. Oui, mais sauf que les serpents, ils ne toussent pas. Donc Ah non, mais ça, bon, ça va pas. J'ai voulu me la péter. C'est la respiration, c'est-à-dire qu'à chaque expiration, il y a des virus qui sont transmis dans l'air. Comme quand tu as la grippe, tu respires, tu tousses, comme toi là par exemple, tu crèves. Ouais, je sais. Fais gaffe, il a un virus. Il a un nidovirus, peut-être. Non, le tarif. il a un nidovirus. Ah bah merci. Non, mais je déconne, hein, ça va. Allez, c'est bon, je suis vexé. Ah, il était mortel ce jeu de mots, l'idiovirus. Je vais faire une parenthèse sur cette quarantaine parce que c'est une notion, ce qu'on appelle nous la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention qui est très importante, vraiment. Non, et ça c'est vrai. Et donc par rapport à ta question, au niveau des tests, évidemment, tous les professionnels du reptile, nous, on essaye de faire un maximum, de prendre un maximum de précautions avec toutes ces choses sanitaires, déjà par le biais des gens avec qui on travaille. Par exemple, à Reptiline, on travaille avec des gens depuis des années. Bon, un accident peut arriver. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a jamais eu d'animaux malades ou qu'on n'a jamais eu un virus, quoi que ce soit. Ça serait mentir. Mais on fait attention, on observe, on fait de la quarantaine, on observe tous les nouveaux animaux, etc. Et si on a une suspicion de quoi que ce soit, on va chez Lionel, on fait tester. Mais après, de demander à tous les professionnels, parce que je vois un peu la paranoïa qui va se lancer, et de demander à tous les professionnels maintenant de nous envoyer des mails pour nous dire est-ce que votre Morelia il est testé nidovirus, est-ce que machin, clairement on ne peut pas le faire. Ah ben non, parce que ça augmenterait même le coût de l'animal énormément. Oui, et puis logistiquement parlant, c'est impossible. Donc en fait, nous on fait tout pour vous garantir un animal qui est en bonne santé. Maintenant derrière, à vous de faire aussi une quarantaine. Et voilà, parce que effectivement, même avec avec la meilleure volonté du monde, avec le plus grand professionnalisme, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, quoi. Et voilà, donc imaginez, on ne pourrait pas garder 6 mois un animal avant de vous le vendre, le faire tester, tout ça. Dans la logistique, c'est impossible. Ouais. Donc, grâce au fait qu'on travaille avec des gens qu'on connaît, des élevages qui sont réputés sains, etc., on limite la casse au maximum. Donc il faut faire attention à où on se procure les animaux. Mais comme le dit Lionel, il faut toujours faire une quarantaine, c'est toujours mieux. Je sais que c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément la logistique. Et particulièrement quand vous êtes des éleveurs ou des terrariophiles chevronnés, c'est-à-dire que vous avez passé une bonne partie de votre vie à collecter un cheptel, à construire une pièce d'élevage, etc. C'est vraiment trop dommage de ne pas prendre cette petite précaution et de pas... Enfin, clairement, quand vous êtes éleveur, je veux dire un terrariophile chevronné ou en tout cas un gros passionné, faites-vous une petite salle de quarantaine ou même dans votre chambre, voilà, et vous mettez 1 ou 2 terrariums en matière plastique de type AirTech. Bon, je fais pas de pub, mais voilà, un truc qui est facile à nettoyer, facile à désinfecter et tout, parce qu'il faut penser aux prochains arrivants. Hein, et c'est important d'avoir des terrariums de quarantaine qui se désinfectent hyper bien. Il faut éviter de faire un terrarium de quarantaine en OSB par exemple. Voilà quoi, il faut prenez du qui se désinfecte bien. Voilà. Donc voilà. Okay. Ensuite, on va passer à la question de Kevin Agret de Salut Kevin. Salut Kevin. Et qui du coup nous dit y a-t-il des précautions à prendre pour une occlusion intestinale? Donc là il me parlait en fait à la base des serpents.
Alors, ok, des précautions pour Ouais. éviter une occlusion Alors, intestinale. Pour, des précautions pour éviter, c'est ça. Alors, en fait, Sur les serpents, il n'y en a sur pas les souvent. serpents, c'est Ah, assez justement, rare. je pense que c'est la question qui se posait. Ok. Donc, Alors, il peut y avoir une occlusion intestinale. En fait, occlusion intestinale, par définition, ça veut dire arrêt du transit intestinal. C'est-à-dire que plus rien ne bouge dans l'intestin. Il y a soit un bouchon fécal, qui peut être constitué par des matières fécales particulièrement conglomérées. Par exemple, sur un serpent très déshydraté, on peut avoir ce qu'on appelle un fécalome. C'est un morceau de matière fécale qui est constitué chez les serpents d'os, c'est-à-dire le squelette de la proie, les poils et les dents. Et ça peut faire parfois un bouchon, un peu comme si vous connaissez les bouchons de poils chez le chat qui provoquent des occlusions intestinales. Alors la prévention de ça, c'est une bonne hydratation, c'est un animal en bonne santé, c'est-à-dire que l'occlusion n'arrive jamais seule, c'est-à-dire que l'occlusion est la conséquence d'une autre chose. Et ça peut par exemple être la conséquence d'une tumeur intestinale. C'est-à-dire qu'un serpent qui a une tumeur intestinale, cette tumeur va boucher en fait le passage des matières fécales et provoquer une occlusion. Okay. D'accord ? Bon, chez les lézards, c'est beaucoup plus fréquent par ingestion de substrat par exemple. Voilà. Mais chez les serpents, c'est assez rare et en général, quand on opère, on recherche une tumeur ou en tout cas. Il y a une cause. Il y a une cause, il y a une cause. Et bon, il y a le substrat, mais c'est vrai que chez les serpents c'est rare, mais il faut quand même bien utiliser le bon substrat. Par exemple, les billes d'argile, c'est connu, ça s'avale, il faut surtout pas utiliser ce genre de choses. Et par exemple, les éclats de hêtre, ça c'est quelque chose qui adhère vraiment à la proie et souvent, ça peut arriver qu'ils en avalent, c'est assez peu fréquent. Bien choisir son substrat, et puis après je rebondis sur l'histoire du fécalome là, et souvent on en revient au même au niveau de la chaleur. Souvent ça arrive aussi aux gens qui chauffent par conduction, c'est-à-dire en utilisant des capes chauffants ou des tapis chauffants qui ne sont pas thermostatés, donc avec un sol super chaud. Donc l'animal est en recherche de chaleur, va se mettre sur le sol chaud, et en fait il va être vraiment, le bol fécal va être déshydraté par en fait, le fait qu'il soit sur une plaque chauffante en fait. Et d'ailleurs, justement, je peux rebondir là-dessus pour les brûlures. Rebondis. Je voudrais parler d'un truc qui est quand même très fréquent puisqu'on parle des boïdés ce soir, c'est les brûlures thermiques. Vous savez qu'il y a des brûlures chimiques et des brûlures thermiques. En terrariophilie, ce que nous on voit vétérinaire, c'est très souvent des brûlures thermiques. Je vais faire un petit rappel de thermodynamique, mais très simple. En fait, vous avez trois façons de se brûler, et il y a trois méthodes de transfert de chaleur qui existent dans le monde. Vous avez la conduction thermique. La conduction thermique, c'est quand on est plaqué contre une source de chaleur. Comme sur un tapis chaud. La thermique, c'est provoqué par une chaleur qui est transmise par un fluide, c'est-à-dire de l'air ou de l'eau. L'eau peut être chaude, va chauffer quelque chose qui est plongé dans l'eau. Puis vous avez la chaleur radiante. Par exemple, le tapis dont Nico vous a parlé tout à l'heure, donc il va produire de la chaleur par radiation et chauffer l'animal. Des infrarouges en fait A et B dont je vous avais parlé, qui sont émises par le soleil et les lampes. J'en profite aussi du coup parce que j'avais une question de Julien Deza qui justement nous demandait par rapport aux ondes infrarouges A et B. Donc est-ce préconisé pour une espèce en particulier? Donc du coup comme ça peut étayer un petit peu ce qu'on disait. Non, c'est pour toutes les espèces dans le sens qui se chauffent par radiation, puisqu'en fait lui il voulait aussi savoir qu'est-ce qui était vraiment l'onde A et B et qu'est-ce que ça amenait. En fait c'est des longueurs d'onde d'infrarouge qui sont émises par le soleil. En fait il y a trois types d'infrarouges, les A et les B qui sont émises par radiation par le soleil, et les C qui sont émises par une surface qui a cumulé les A et les B et qui les rejette, comme par exemple la route en plein soleil. Donc en fait les reptiles, en fait ils absorbent ces deux longueurs d'onde d'infrarouge, les A et les B, et il y a des études qui ont montré que leur peau fait un peu un effet de serre, et ils retiennent en fait les infrarouges C qui sont produits par leur corps, un peu comme un effet de serre. C'est le principe d'une serre de toute façon, ça laisse passer les A et les B, et les C, ça les retient. C'est pour ça qu'il fait plus chaud dans une serre. Et en fait, tout ce qu'on constate en captivité, c'est que les reptiles se brûlent très souvent par conduction thermique, c'est-à-dire par contact. Et en fait, je crois pouvoir dire que la principale cause de brûlure en captivité, c'est quand votre gradient thermique ne respecte pas la TMP du serpent. La TMP, c'est la température moyenne préférentielle. On va dire par exemple 25 à 30, 32 pour beaucoup d'espèces. Si vous avez par exemple un terrain qui est froid à 18 degrés et un point chaud à 45, là vous êtes quasiment sûr que votre reptile va se brûler, parce que instinctivement, comme c'est un animal qui est ectotherme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas réguler sa température corporelle, il va s'approcher de la source de chaleur, parce que pour un reptile c'est aussi vital de se réchauffer que pour nous de respirer. Il va se coller contre la source de chaleur, quitte à se brûler. Et ce qui est étonnant, et ça on n'a toujours pas compris pourquoi, un serpent peut rester enroulé autour d'une lampe pendant 5 heures, et pendant 5 heures se dire qu'est-ce que ça brûle, mais qu'est-ce que ça brûle, et ne pas bouger. Certainement qu'il y a des problèmes de récepteurs thermiques au niveau de la peau, ou parce qu'ils ne sont pas programmés dans la nature pour avoir de telles sources de chaleur. Oui, il ne pas avoir de réaction par rapport à ça. Voilà.
Et donc c'est pour vous dire que si votre terrarium est bien conçu avec vos points chauds, points froids en journée, points chauds, points à ce moment-là, il y a très peu de risques de brûlure. Par contre, si ça ne respecte pas, ben là, votre reptile va aller se brûler par conduction thermique sur une source de chaleur. D'accord? Et ça, c'est très fréquent, malheureusement. Et je rebondis sur ça parce que je le dis très souvent, quand vous utilisez des chauffages par conduction sous les terrariums, donc déjà c'est très important de ne pas les mettre à l'intérieur du terrarium mais à l'extérieur, toujours en dessous, voilà, que l'animal ne soit pas en contact direct. Déjà parce qu'il peut se brûler, mais aussi parce que d'un point de vue sanitaire, il va uriner dessus et tout ça, on ne peut pas nettoyer, ce n'est pas... Mais même en dessous, parfois le serpent il pousse le substrat, voilà. Quand il a froid justement pour se réchauffer, il se colle contre le verre qui lui est chaud. Exactement. Et j'allais vous raconter cette histoire, en fait, qui m'est arrivée quand j'étais tout jeune terrariophile avec mon boa. Ouais, c'est ça, petit salaud. Et en fait, à l'époque, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup quand on vend du matériel ici à utiliser des thermostats et de mettre la sonde de votre thermostat toujours au plus près de la source de chaleur. Moi, je vous dis toujours, collez votre sonde sur le tapis et réglez à une température qui ne soit pas très chaude. 29, 30 degrés max, 32, ça suffit largement pour un serpent. La plupart, ils vont réussir à chauffer l'air ambiant d'un terrarium juste avec un tapis chauffant. C'est faux. Un tapis chauffant ne sert qu'à créer un point chaud de contact modéré à un endroit du terrarium pour créer un gradient thermique éventuel. Mais après, l'air ambiant, il doit être soit chauffé par la température, par la chaleur ambiante de la pièce, soit par des lampes chauffantes qu'on met en plus pour chauffer un peu plus l'air ambiant. Mais un tapis chauffant, ça ne va pas chauffer votre terrarium. S'il devait chauffer l'air de votre terrarium, ça veut dire que le sol il est à 70 degrés. Et en fait, souvent, c'est ce qui peut arriver, et ça arrivait surtout à l'époque avec les cordons chauffants, puisque c'était des cordons qui chauffent très très fort sur des petites sections. Et nous, on mettait ça à l'époque, on n'avait pas tout le matériel de maintenant. C'était fait pour les aquariums. Voilà, exactement, c'était fait pour être mis dans le substrat. C'était fait pour l'aquarium, mais en fait, c'est pas adapté. Parce que c'est pas du tout, exactement. Et non seulement c'était pour l'aquarium, mais ça c'était dans un deuxième temps. Parce que moi, je me rappelle de l'époque où j'achetais des câbles chauffants pour dégeler les tuyaux dans les magasins de bricolage. J'avais même pas acheté des trucs d'aquario, quoi. En fait, j'ai acheté des trucs pour dégeler les tuyaux, quoi. Et en fait, on faisait un serpentin en dessous du terrarium et tout. Et l'histoire de mon boa, c'était très simple. C'était qu'en fait, j'avais un bébé boa constrictor, j'avais mis du substrat, j'avais mis sous le terrarium mon câble chauffant. Donc, la première année, j'ai eu aucun problème parce que même si mon sol était totalement chaud et craignos, ça avait cassé mon terrarium et tout, comme j'avais une bonne épaisseur de substrat et que mon serpent n'était pas très lourd, et il était au-dessus du substrat et ça l'isolait de ce contact ultra brûlant. Et quand il a grossi l'année d'après, quand il s'est levé, il a commencé à chasser le substrat et il est venu en direct au contact du truc. Et là, j'avais eu une belle brûlure ventrale des familles et académiques, ce qu'on voit dans tous les bouquins, parce qu'il est resté levé. Et en fait, quand moi j'ai constaté la chose, j'ai essayé de poser ma main sur le verre. Je me suis moi-même brûlé, c'était hyper chaud. Donc il faut faire hyper attention avec ces points chauds de contact. Thermostatez-les bien, il ne faut jamais que ça fasse plus de 30 degrés. Max, ça suffit largement. On passe à la question de Michael Siprich. Salut Michael. Ah, Michael Siprich, salut. Et donc, qui a une question pour le docteur. Ouais, docteur. Et qui nous demande qu'en est-il de l'avancée de la détection de l'IBD. Est-ce que seuls les prélèvements sur les animaux morts sont toujours les plus fiables ou y a-t-il des nouveaux moyens de détection sur les animaux vivants? En même temps, une fois qu'il est mort, c'est chiant, quoi. Maintenant, on diagnostique ça du vivant de l'animal, sans aucun problème. Et c'est même l'avantage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore exprimé les symptômes de la maladie. Par une méthode très simple, c'est une petite prise de sang et puis un écouvillon. Et on peut mettre en évidence donc, ce virus qu'on appelle le reptarenavirus de l'IBD. Pendant longtemps, on pensait que c'était un rétrovirus. C'est les rétrovirus, par exemple. C'est vrai, je disais tout le temps ça, moi. Non, mais parce qu'en fait, il y a une publication qui a été faite en 2004, qui a été totalement démentie en 2012. Et en fait, on a pensé pendant des années que c'était un rétrovirus, et ça n'en est pas un. D'accord. C'est un arénavirus de la famille des filoviridés, qui n'est pas très très éloigné du virus Ebola. Ah ouais, la vache. Ça peut faire un peu flipper, mais en fait, il n'y a pas de risque. Ouais, non, pour nous, ça reste un... Mais en fait, ça fait très longtemps que tu étudies ce virus, toi, parce qu'on en parle depuis qu'on se connaît, limite, quoi. Ah, oui. Ça fait combien de temps qu'on connaît ce virus chez les serpents? Au départ, on disait que c'était sur les boas. La première fois, je crois que c'était en 94. Ouais, c'était ça, ouais. On a dû se connaître dans... Et donc voilà, on peut, pour répondre à la question de Michael,
on peut tout à fait diagnostiquer l'IBD sur du vivant de l'animal et non pas seulement à l'examen nécropsique, c'est-à-dire à l'autopsie. Alors peut-être ce qui l'intéresse de savoir aussi, c'est est-ce que tous les vétos peuvent, parce que je sais que Michael n'habite pas du tout dans la région parisienne, donc il ne peut pas venir te voir, mais est-ce que son véto est capable de le faire? Oui, alors tous les vétos sont capables de le faire. Moi, j'ai régulièrement des appels de confrères en province qui me disent comment je peux faire. Moi, je peux tout à fait renseigner les vétérinaires aux quatre coins de France pour leur dire à quel laboratoire envoyer, comment effectuer le prélèvement, et c'est absolument, ça peut être fait partout. Voilà, c'est effectivement une bonne chose, puisque à l'époque, on disait que ça touchait surtout les boa constrictors. Et tu sais, c'est toujours le cas quand même. Hein. C'est-à-dire que ça touche plusieurs espèces, mais dans 90% des cas, boa constricteurs. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Il y a beaucoup de boa constricteurs qui sont porteurs sains. Porteurs sains, ouais, c'est ça. Certains ne le déclareront jamais, d'autres le déclareront très rapidement. Voilà, mais beaucoup de boa constricteurs sont porteurs de ce virus. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait une espèce de légende, alors je sais pas si tu te rappelles de ça, où on disait que les pitons étaient beaucoup plus sensibles à ce virus. Et en fait, les gars conseillaient de dire, en gros, si tu veux savoir que ton boa il a un IBD, tu prends un piton Rhésus, tu le mets avec pendant quelques semaines, et si le piton Rhésus commence à partir en vrille, tu sais que ton truc il est IBD. Ça à une époque. Alors c'est toujours vrai que les pitons sont plus sensibles à l'égard de ce virus que les boas. Donc en fait, ils vont déclencher direct les symptômes? Pas direct, mais plus rapidement. Rapidement. Ouais. D'accord. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors il y a d'autres questions, j'imagine. On va continuer un peu. On est lancé là. T'es chaud? Je suis votre esclave. Faut qu'on aille Regarde, il y en a une bonne domina là. Faut qu'on aille vite parce que Facebook me supprime les questions en fait. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va passer vite les gars. Ah ouais? On a Benoît Gagné, salut Benoît, qui nous pose comme question, Salut, est-ce Benoît. que les problèmes de constipation sur mon... Alors, il a un problème de constipation. Benoît, il faut que tu manges des pruneaux. sur Tu boives de l'eau. sur son viridis. Poire à lavement ou sandwich au caca? A-t-on des astuces? Alors, excuse-moi, donc des astuces sur la constipation sur un Morelia viridis? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un problème d'hydratation, effectivement. Je pense que c'est peut-être un Morelia qui ne boit pas assez. Est-ce qu'il a facilement accès à une gamelle d'eau? Est-ce que l'eau est renouvelée suffisamment souvent? Est-ce que l'animal n'est pas surchauffé, pour en revenir à ce qu'on disait? C'est ça, c'est une question d'équilibre entre, toujours pareil, si votre animal est dans un bon équilibre, qu'il a bien à boire et qu'il n'est pas trop chauffé, enfin qu'il est dans un bon environnement, normalement il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a pas de raison. Et après il y a peut-être aussi la suralimentation aussi. Oui, Si on la donne suralimentation, je beaucoup dirais de que ça poids. peut favoriser plutôt les prolapsus du côlon. Tu vois. Oui, qui est un problème voilà. qu'on voit souvent. Mais voilà, je dirais que c'est peut-être un animal qui a trop chaud et qui, parce qu'il y a vraiment une dessiccation du bol fécal. Hein. Sur un reptile déshydraté, on le constate hein, quand on fait des Une autopsies dessiccation sur du bol fécal, c'est ça veut dire un assèchement du caca à La l'intérieur. crotte devient toute sèche et ne peut plus coulisser dans l'intestin qui lui-même est sec. Donc du coup, ça fait une occlusion, donc de la constipation, on va dire. Donc je pense que c'est peut-être là la clé du truc, c'est de voir l'état d'hydratation de l'animal. Donc en fait c'est important aussi, je reviens toujours avec mon idée des manipulations et tout ça, c'est vachement important de manipuler aussi ces animaux pour les palper. Parce qu'en fait quand on les palpe, on va sentir justement s'il y a un fécalome comme ça ou s'il y a un bloc d'urée qui est resté asséché et qui bloque en fait la sortie des excréments. Moi ça je l'ai déjà vu et j'imagine que toi tu as dû le voir plein de fois, où tu as carrément, vous savez ce précipité blanc qu'on voit dans l'urine des reptiles, hein, L'acide urique, l'acide urique, en fait qui devient dur comme de la pierre. Moi j'avais vu ça sur certaines espèces, des bongersmés qui ont un métabolisme très lent, des gros blocs d'urée comme ça séchés qui ne sortent plus. Et en fait toute la... Ça fait obstacle. Voilà, ça fait totalement obstacle. Oui. Et une fois, avec Kevin, on en avait détruit un à coups de vis et de... Enfin, on avait fait une vidéo là-dessus totalement délirante. Pas dans l'animal. Si, dans l'animal. Ça, en fait, parce que pour le détruire, mais on a sorti un truc comme ça. J'ai la vidéo, je vous la ressortirai. Ouais, non mais là, c'était plutôt... On la mettra en commentaire. Chirurgien, mais plus Bob le bricoleur, quoi. J'avais plutôt une salopette et j'avais une visseuse. Et un petit casque. Non mais c'était un truc de dingue. En fait, on savait pas comment faire pour casser ce bloc d'urée. Oui. En fait, et on a pris une vis à bois et tout doucement, on a vissé dans le truc pour le faire exploser, tout ça. Oui, par le cloaque. D'accord, ok. Oui, non, pas par la Ouais, bouche. ouais, Non, mais c'est vrai que c'est chiant. Non, mais en fait, on a pressé, ça sortait un petit peu, et en fait, on l'a cassé au fur et à mesure parce qu'on voyait bien que la pièce entière ne sortirait jamais. Le truc était comme un Ouais, c'était un truc énorme. D'accord. Énorme. On passe à la question de Antéus de Val d'Or. Salut Antéus. Ah ouais, salut, Antéus de Val d'Or, tu tu me connais suis aussi? souvent. Non. Ah bon, mais d'accord. avec plaisir. Bah alors, Antéus, tu viens plus aux soirées? En plus, c'est la marque d'un parfum. Ah ouais?
D'accord. C'est un vieux parfum, c'est parce que je suis vieux. Ah, d'accord. Moi, je le connais pas. C'est pas Jeanne Tu qui. connais pas Jeanne elle portait pas ça. Non, c'est un parfum. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais elle aimait bien ce côté androgyne qu'elle avait, Jeanne Masque. Dimitri. On reprend les gars ou Ah oui, mais on continue sur Ah, le thème de Antéus, Dieu. c'est parti. Donc la question de Antéus de Val-d'Or, c'est pour Lionel, que penses-tu du puçage chez les serpents qui s'articulent au millimètre près, sans parler de dommages pour la santé? Est-ce qu'il n'y a pas une réelle gêne pour les animaux? Qui s'articule au millimètre près, c'est-à-dire. Ouais, je pense pas. En fait, là, il parle du serpent viridis, très peut-être, fin. voilà, qui va se lever sur une branche ou qui va avoir des Mhm. contacts quand même. En gros, sa Régulier, question, en fait. c'est à quel âge on peut pucer sans risque des En serpents, fait, à quelle taille? Oui, Et mais aussi. c'est vrai que c'est C'est intéressant un pour peu les plus viridis. précis. C'est aussi voilà, sur un viridis, par exemple, qui va vraiment se lever et qui va bouger en fait. Est-ce que autour la puce d'une peut branche. ressortir? Est-ce que la puce peut avoir. Ah bah carrément. Alors ressortir non, parce qu'il y a une cape qu'on appelle FDXB autour du transpondeur de la puce, il y a une cape anti-migration. Ouais, mais l'autre fois, je sais pas, l'autre fois quand Clément était venu là, il mettait de la cyanolite et de la c'est une glu précaution, ouais, c'est bien, il a raison. pour au départ, il m'a dit ça Ouais, peut ouais, c'est vrai, éventuellement quand ils font une constriction ou quelque chose comme ça, au départ Ouais. le temps que ça soit pris dans les tissus, D'accord. qu'elle pouvait éventuellement Très bien. sortir. C'est bien de le faire, il n'y a aucun problème. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je conseille chez les serpents d'implanter la puce vraiment dans le dernier cinquième du corps. D'ailleurs, quand à l'époque, c'était au moment des arrêtés Perret, on avait consulté pour établir Le protocole. la liste des endroits où implanter chez tous les reptiles suivant les groupes d'espèces. J'avais dit vraiment extrémité du corps du côté gauche du serpent. Pourquoi? Parce que c'est quand même moins handicapant que quand on fait au milieu du corps. Voilà. Après, c'est comme tu disais, une question de taille. C'est-à-dire que là, il faut être raisonnable. Sur un petit serpent comme ça, quand on met une puce qui est grosse comme un grain de riz, c'est vraiment gros. Ouais, il y a un impact. Ouais. Après, Toi quand le serpent est de taille raisonnable et adulte, moi je le mets toujours en intramusculaire dans la musculature épiaxiale. C'est-à-dire quand on regarde le serpent de face comme ça, on a vraiment deux muscles le long de la colonne qui sont assez charnus. Ça s'appelle le système longissimus. Je pique dans le muscle, ce qui fait que ça provoque moins de gêne que quand c'est sous la peau, en plus au niveau esthétique sur des belles bêtes. Ah d'accord, moi Sous la je peau, pensais que tu c'était vois. uniquement en sous-cutané, tu vois, tu Non, m'apprends un moi, truc là. je fais en intramusculaire. Ah excellent. Ouais. Et en fait, là, en discutant avec des collègues allemands, évidemment, hein, ce truc du marquage par puce, c'est un peu voilà, un nouveau truc un petit peu Franco-français, quoi. franco-français et très chiant. Même si, effectivement, sur certaines espèces sensibles, ça peut être nécessaire. Après, effectivement, marquer des Morelia viridis ou des Python regius, ça n'a pas vraiment trop de sens. Après, on n'est pas là pour débattre de ça, mais j'avais discuté avec des collègues allemands, et en Allemagne, où ils sont très soucieux du bien-être animal et tout, par exemple, les vétérinaires refusent de pucer un animal, un serpent, qui fait en dessous de 200 grammes. Donc, nous, on était partis plus ou moins vers 150 grammes, etc. Après, ça dépend de la morphologie. C'est une question de, c'est le bon sens, quoi. Il y a des fois où moi, on m'apporte des animaux à pucer, je dis bah non, je fais un certificat pour l'IFAP, non, je suis désolé, moi je puce pas. Voilà, c'est très important à savoir que pour l'IFAP, si vous décidez de ne pas pucer votre animal, pour que ça soit légal, en fait, vous pouvez le défendre si vous avez un contrôle de l'ONC par exemple. Il faut que vous ayez absolument une attestation d'un vétérinaire qui dit que cet animal en l'état n'est pas, on ne peut pas le pucer. Donc ça sera une identification photo. Donc ça, mais c'est important si vous n'avez pas, c'est juste vous, Pierre Perret, qui dit moi je pense qu'il est trop petit, ça marchera pas. Ils vont vous dire non, mais nous on veut une attestation d'un vétérinaire. Donc par exemple, si aujourd'hui on était sur le Morelia viridis, donc à ton avis pour pucer sans danger un Morelia viridis, est-ce qu'on attend l'âge adulte? Est-ce qu'on peut le faire quand ils sont Subadulte, mais pas en dessous. Subadulte, c'est-à-dire un animal qui fait à peu près un diamètre d'une pièce de 2 euros. C'est à peu près ce qu'on a vu là tout à l'heure. Voilà. Là, c'est raisonnable. Voilà. Pas le petit jaune. Voilà, pas le petit jaune. On passe à la question de Guillaume Bodino-Aurillac. Salut. Ah, Guillaume, salut, un niçois. Merci pour les raviolis d'ailleurs. On disait quoi sur les Niçois tout à Il l'heure? m'a envoyé des raviolis niçois. C'est d'accord. super bon. Et donc il me demande de demander à On Lionel parlait de ce que... boursin. Ah, c'était ça. Ce que tu préconises comme emplacement pour l'implant du Varanus prasinus ou des petites espèces de varans. Quadriceps fémoral gauche, c'est-à-dire le muscle de la patte arrière gauche qui est en avant du fémur. Ok. Voilà. Donc vous avez bien compris, le muscle en avant de la cuisse. Et admettons que je suis un prasinus. Voilà, c'est ça. C'est ça. On passe à la question de Savannah Jasmin. Salut Savannah qui salut Savannah qui nous suit. Ah, excuse-moi. Alors, je Il y a reprends. Nico qui parle. Ouais, Désolé, il je fais tout le temps chier. qui nous demande est-ce que la taille des boîtes d'élevage pour de jeunes pitons peut avoir un impact sur leur croissance? Moi, ma réponse est non. Et ta réponse est Moi, ma réponse, je pensais que c'était non à l'époque.
Mais à force de faire grandir des animaux dans des boîtes, en fait, avec d'autres gens qui le faisaient grandir dans des boîtes, on s'est quand même rendu compte que bien que ce principe marche extrêmement bien, et pour tous les gens qui disent oh là là c'est un scandale de mettre dans des boîtes, non, les jeunes serpents ça marche très bien dans les racks, dans les boîtes, on s'est quand même rendu compte que à nourriture égale, sur une donnée égale, un juvénile avec le même nombre de repas et tout ça, grandissait quand même mieux dans un environnement un petit peu plus grand que dans un environnement trop petit. On avait vu ça avec Stéphane au centre d'élevage reptiliste pour les gutata, où il avait fait le comparatif avec un autre éleveur de gutes qui en sortait plusieurs centaines et qui utilisait des boîtes un petit peu plus grandes. Nous on l'a fait du coup ici à Reptilis, au départ on utilisait des boîtes un petit peu identiques, on a un petit peu augmenté la taille de la boîte, alors après ça sert à rien de partir, mais effectivement quand même à la base on disait toujours que l'environnement n'avait pas d'impact. Alors évidemment, si vous avez un python moulure dans une petite boîte, il va quand même grossir beaucoup. Mais quelle que soit l'espèce, si on leur donne très très peu de place, il y a quand même un impact, on le voit, parce que Stéphane, il avait comparé avec les animaux que lui sortait au même moment, par exemple 6 mois après, et les animaux du gars en question. Et en fait, avec le même rythme, les animaux du gars étaient plus grands, un peu plus grands. Donc en fait, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver, parce que l'animal a l'air de s'adapter en fait quand même à l'environnement, donc et de moins bien s'épanouir dans des boîtes trop petites. Okay. On passe à la question de SES Petites Bêtes. Donc salut l'association SES de Petites Bêtes, tu les connais non? Oui. Ouais, donc vraiment au top en plus comme association. Ouais, super les jeunes. Plaisir que vous nous suiviez. Et donc ils nous demandent, qui nous disent qu'ils ont récupéré en fait une Pantherophis obsoletus rosaleni aveugle et un autre avec une scoliose. Ils demandent d'où ces problèmes peuvent-ils venir. Alors aveugle, il faudrait savoir pourquoi l'animal est aveugle. J'avais aussi une autre question il y a plus longtemps dans le fil des commentaires. Oui. Pareil, il y a une personne qui demandait comment les serpents devenaient aveugles. Donc ça rejoint un peu le... Alors il y a plusieurs causes. Il y a des tas de causes en fait. Par exemple la cataracte, on le voit chez les reptiles, soit parce qu'ils sont très âgés, soit parce qu'ils ont une cataracte traumatique, c'est un choc sur l'œil. Voilà, la cataracte rend aveugle, mais le globe oculaire en lui-même est sain, mais c'est juste le cristallin qui est malade. Après, il peut y avoir des maladies infectieuses de l'œil qui provoquent une dégénérescence de la rétine et des tas de causes possibles. Des abcès. Donc là, je ne peux vraiment pas donner à cette personne la cause de la cécité de son serpent. Et puis la deuxième chose, c'était une scoliose. Ouais, c'est ça, une scoliose. Alors là, il faudrait faire une radio pour voir si c'est post-traumatique, parce que peut-être que c'est un serpent qui, apparemment, c'est un serpent fugueur puisqu'il a été récupéré. Ouais. Peut-être qu'il a eu des fractures de vertèbres après une fugue, ou voilà. Donc il y a peut-être une cause traumatique à ça, mais là il y aurait un examen radiographique pour le savoir. Ok, ça marche, merci. On a Oxoterra, donc je salue Oxoterra qui nous suit pareil régulièrement. Parfait, donc on va bientôt terminer, parce que là on pourrait y rester des heures. Moi je resterai des heures avec vous à écouter Lionel. On a eu beaucoup de commentaires. Non mais c'est cool, on va continuer. Au pire, Lionel, il faudra que tu reviennes. Bah oui, ok, volontiers. Moi, ça me ferait plaisir. Et donc, on va finir avec une ou deux questions. Ouais, après, on fait le tirage. Là, on va passer à la question d'Oxoterra, donc qui revenait sur un peu les Morelia viridis, qui demandait qu'est-ce qu'on pensait de la reproduction entre les différentes localités du coup de Morelia viridis. Et qui disait, admettons, une localité avec une localité du nord, je vais y arriver, avec une localité du sud. Est-ce qu'il peut y avoir un problème ou avec d'autres îles, par exemple? Alors bon, ça c'est dommage, c'est une très bonne question, mais qui ne concerne pas Lionel. Je préférais une question. Alors globalement, très vite fait, quand on a des localités exactes, ce qui est rarement le cas en captivité, c'est bien de les garder, on va dire, entre localités, et surtout qu'on sait maintenant que c'est des espèces différentes. Donc c'est une certaine forme d'hybridation. Ce qui n'est pas bon du tout, puisque nous on essaye si possible en captivité, tant que faire se peut, de garder des souches un peu clean. Mais on reviendra sur ce truc, parce que je peux pas en parler comme ça, c'est un long débat, mais qui est très intéressant. Mais on va prendre plutôt une question pour Lionel qui a attrait à l'aspect vétérinaire. Donc on va finir avec la question de Anthony Barraud. Salut Anthony. Salut Anthony Barraud. Qui nous dit bonsoir à tous. Est-ce que des essais cliniques sont en cours pour traiter nos ennemis incariens? Taurus est vraiment super, mais je me retrouve à devoir renouveler l'opération tous les 6 mois et ce depuis 2 ans et demi.
Alors vous avez de la Ouais, chance ok. parce que Lionel c'est un spécialiste qui a fait une thèse En sur fait, les parasites. Oui, une thèse sur les parasites, mais j'ai surtout fait un article, une étude sur le taurus. Oui, qui est à l'époque passé où dans c'est un magazine Ouais, c'est scientifique. Et en fait, on a voulu tester l'efficacité du taurus. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le taurus, c'est un acarien prédateur. nom commercial d'une poudre dans une boîte qu'on met dans les terrariums qui contient un acarien prédateur qui s'appelle Queletus et qui est un acarien qui saute littéralement sur Ophionysus, l'acarien du serpent, et qui le bouffe, même quand il n'a pas faim. Ce qui est bien, c'est que quand il y a plein d'acariens, c'est un prédateur de cet acarien et qui permet donc petit à petit d'éliminer la population d'acariens pathogènes, c'est-à-dire Ophionysus, chez les serpents dans le terrarium. Le mauvais acarien. Voilà, le mauvais est mangé par un prédateur. Ça, Y c'est très compris bien. ses œufs et ses larves. Oui, absolument. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la lutte biologique. C'est un procédé qui est très élégant. Ça évite d'utiliser des insecticides, donc c'est pas toxique pour le serpent. Mais Ni c'est pour tout à l'homme. fait normal qu'il faille renouveler les traitements. Pourquoi? Parce que nous, on a démontré dans notre étude que Queletus ne venait pas à bout de tous les acariens. Et c'est impossible dans un terrarium avec toutes les anfractuosités que représentent les branchages, les écorces de chêne-liège, le substrat. C'est impossible. Donc, régulièrement, la population d'acariens de Phoenicis revient. Donc, ce qui est conseillé avec le taurus, c'est de mettre effectivement régulièrement du taurus dans le terrarium, ou même préventivement. Il y en a qui mettent du taurus avant d'apporter la bête, qui elle-même est peut-être porteuse d'acariens. Moi, je le fais tout le temps, maintenant. Et c'est tellement mieux. Moi, j'ai tellement galéré avec les chimiques à l'époque, c'était toxique, j'ai perdu des bêtes à cause de ça, on s'est mis dans des états pas possibles à cause de ça et tout. Là, maintenant, ok, il faut en racheter de temps en temps, mais c'est tellement mieux. Ouais. On n'a plus de risque pour les animaux. Vous avez une femelle qui est en gravide, qui va pondre, bah, tu l'attrapes pas, tu lui mets pas du chimique. Alors effectivement, comme le disait Lionel, le bon acarien qui va manger les mauvais acariens, il est un peu moins gymnaste que le mauvais acarien, malheureusement. Donc en fait, le mauvais acarien, lui, il va grimper, il va se mettre en embuscade un peu partout. Et c'est vrai qu'en hauteur, par exemple, si on parle des Morelia viridis, le méchant acarien, hein, il va monter sur les branches, il va aller dévorer votre Morelia viridis. Alors que le gentil acarien, lui, il n'est pas aussi bon grimpeur, donc il va galérer. Donc c'est important quand vous traitez des animaux arboricoles de les mettre au sol. Et c'est un truc qu'on n'a pas abordé, parce que des fois c'est une question qui est posée, qui est assez intéressante, c'est est-ce qu'un Morelia viridis, ça lui pose un problème d'être au sol? La réponse c'est non. Des fois les gens ils sont tout affolés parce que leur viridis il est descendu de la branche. Les viridis ils fondent pas quand ils sont posés au sol, hein, je vous le garantis, hein, et c'est pas parce qu'ils sont dans arboricoles qu'ils peuvent pas être au sol. Donc en fait on peut les faire vivre à plat si par exemple vous avez vraiment une infestation sur un viridis, vous pouvez lui retirer les branches, ça c'est une première solution, pour qu'il soit vraiment proche du substrat, parce qu'en plus c'est dans le substrat que les acariens mauvais et bons se développent, hein, puisqu'ils pondent leurs œufs. Donc c'est important aussi, ça je le dis pour le taurus, que vous ayez du substrat. Autant à l'époque, quand on traitait au chimique, on disait retirer tout le substrat et tout. S'il n'y a pas de substrat, ça marche pas bien. Voilà, le taurus, ça Parce marche que- pas bien si vous êtes sur du papier journal. Parce que le bon acarien qui bouffe le mauvais a besoin aussi de D'humidité. micro-organismes dans le substrat, des petits colamboles, pour se nourrir aussi, pour continuer à se reproduire et venir à bout de la population de mauvais acariens. Donc sans substrat, Ça se renouvelle. le bon acarien meurt trop vite avant de détruire les autres. Donc il faut du substrat. Voilà, et après l'autre solution qui a été inventée par Damien Morel qui a mis au point ce système de taurus, et on le remercie, et on lui fait un gros coucou parce que c'est un pote aussi, il est super cool. Et il a inventé un système qui s'appelle Prévorus. En fait, c'est un tube en plastique dans lequel vous pouvez mettre du taurus et que vous pouvez fixer sur les perches en hauteur. Et en fait, les bons acariens vont vivre dans ce tube et ils vont sortir et aller sur les perches et ça va aider à pouvoir choper les mauvais acariens qui sont en hauteur. Bon, moi je trouve que ça marche quand même un peu moins bien que quand on vire carrément les perches et qu'on les met au sol, quoi. Surtout quand vous avez une grosse infestation. Et après, il faut imaginer le truc comme deux armées, les noirs qui sont les méchants et les blancs qui sont les gentils. Bah, si vous avez beaucoup de noirs et peu de blancs, forcément, c'est plus long et plus compliqué. Je me posais la question aussi. Je vais pas lancer de polémique entre les noirs et les blancs. Bon, alors les bleus et les rouges. et donc, en fait, c'est important de mettre, si vous avez une grosse infestation, c'est important déjà de physiquement enlever votre serpent, le baigner, comme on a dit mécaniquement, retirer déjà beaucoup de populations de méchants acariens avant de mettre votre taurus, de changer votre substrat, de mettre du substrat propre, pas du substrat qui est blindé d'acariens méchants, et de repartir sur une espèce de base militaire où on a pas trop de noirs, pardon, non, on a dit des bleus, pas trop de bleus,
Je déteste ces saloperies du Schtroumpf. Et beaucoup de rouge. Donc voilà, c'est aussi un équilibre entre les méchants et les gentils. Plus de gentils que de méchants. Voilà, et sur ces belles paroles, Écoute, on veut ces plus belles de paroles. gentils que de méchants. voilà. Alors sur ces belles paroles, on va juste finir par le gagnant du concours Exactement, Dimitri. de ce mois-ci. On vous avait fait un concours où Nicolas a été atteint par le Thariophilus maximus. Et oui, Et on vous avait Merci demandé d'avoir de nous participé. envoyer vos photos donc, du coup, des plus atteints. Et nous, on a sélectionné donc, Guillaume Petit. Donc bravo Guillaume. bravo Guillaume. Tu nous as envoyé une très belle photo de lui. Et qui était vraiment atteint. Et on a surtout aimé ton petit texte qui suivait la photo. Et, qui était vraiment super drôle. Et qui disait Qui disait qu'on avait beaucoup parlé et que je me souvenais plus vraiment. D'accord, moi je pensais que Dimitri allait le lire et qu'on allait se marrer, Non, mais je c'est l'ai pas lu, grave. sinon j'aurais pas sélectionné. Non, mais que t'allais Mais- le lire en public. Ah, j'aurais pu le lire, Ah, mais... mais bon, voilà. En j'ai tout pas- cas, j'ai pas bravo géré pour ton comme texte. d'habitude. Merci d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont participé, Ouais, merci comme à vous. d'habitude, à nos vidéos. Je tiens à des rappeler teasers. qu'il y avait vraiment beaucoup de monde ce soir et que merci à vous, c'était vraiment Voilà, super et- cool. et- Et je voudrais aussi de faire nous un avoir petit coucou suivis. à toute mon équipe de la clinique, le docteur Clément Padusso, le docteur Coucou la Frédéric Gandin, clinique. les ASV. Voilà. Salut les gars, c'est la un bonheur clinique de travailler avec vous tous. Voilà, la clinique de la Porte Et à d'Auteuil. bientôt. En force. Ciao. Et on reverra Lionel bientôt parce qu'il y avait trop de questions et j'en étais sûr que Ah, ça allait ok, se avec passer plaisir. comme ça. Là, ouais, on fera Et c'est un- vraiment cool d'être tous ensemble Voilà. et de pouvoir prêcher la bonne parole pour que ce qu'on aime le plus, c'est-à-dire les reptiles, vivent bien en captivité. Voilà. Et sur ces belles paroles. Non, on n'a pas encore fini. On n'a Non, pas encore non. fini. Donc au mois de décembre, on aura une émission spéciale Noël. du Ah coup, oui, qui est en c'est vrai, préparation. l'émission spéciale Noël Ouais, qui est en il y a l'émission préparation. spéciale Noël, donc On est en train de construire nos rennes. voilà. Donc, ne loupez pas ça. Et surtout à la fin du mois de novembre, donc le 26 et 27, Mais on oui. aura le 23 et 24, excusez-moi, c'était le mois dernier pour le Collywoodais. On aura le Boïdé du coup. Mais oui, je le suis 23 tellement et excité. 24 Bah ouais, novembre. putain, la Voilà. vache, le beau idée. Et je vous ai préparé des lots. On vous a préparé toute On l'équipe vous de a reptiles. préparé toute Je dis l'équipe. jeu parce que voilà, c'est vrai que ça me touche tellement les beaux idées. C'est tellement mon trip que voilà, c'est un événement que j'attends à chaque fois. Non, avec, toute l'équipe Reptiling, c'est c'est moi le se plus, met en tête le pour, plus pour vénère. vous offrir un super voilà. événement. quoi. Mais sur le beau idée, mais en tout cas toute l'équipe est à fond. Laurine, Lucas, tout le monde est là, Vincent. tout bien préparé. Vincent aussi, ouais. Et donc on vous a fait une super sélection et il y aura avec nous Tim Heysel qui est un pote allemand Mhm. qui est un grand éleveur de boa constrictor Donc, qui il y va aura une venir très avec belle sélection. plein de mutations super haut de gamme. Voilà, c'est un mec excellent et qui a des animaux exceptionnels. Et donc on va passer encore un super week-end entre passionnés et ça va être méga tough. Excellent. Excellent. Et donc ça me donne envie de faire